Bonjour à tous. On va pouvoir démarrer. Notre invité Michel Maffezoli est arrivé. Donc, je m'appelle Julia Zimmerlich et je suis ravie d'ouvrir avec vous cette troisième journée du festival Climax. Je remercie aussi l'équipe de Climax de nous proposer ces temps de rassemblement, de réflexion. Je crois qu'en ce moment, on a vraiment besoin à la fois de comprendre la période que nous sommes en train de vivre, mais surtout de nous rassembler et de sentir avec le cœur, avec les tripes, qu'il est grand temps de passer à l'action. Climax, c'est aussi un festival où on vient chercher des solutions. On évoque l'avenir, un avenir peut-être plus radieux que ce qu'on nous annonce pour l'instant. Et moi, voilà, j'ai la chance de travailler à Darwin tous les jours depuis 3 ans. Je suis entourée d'entrepreneurs éco-responsables qui sont conscients des enjeux écologiques. Et ce matin, j'ai voulu faire un petit coup de pub pour une start-up que j'aime beaucoup, qui s'appelle Attise. Et donc, ils produisent des vêtements éco-conçus en très petite quantité ou sur précommande pour éviter d'avoir des déchets inutiles. Et donc, voilà, on a la fondatrice d'Atis qui est là, et c'est une start-up qui est installée à Darwin, et ce sont des amis que j'aime beaucoup. Voilà, donc ce matin, on ne va pas parler de mode, hein, je vous rassure. Ce matin, on va parler de Dame Nature, on va parler de sa capacité phénoménale de résilience, de sa force de vie pour faire face à tous les changements climatiques qui sont là. Et je vais demander à Michel Maffezoli de me rejoindre sur scène. Bienvenue. Donc voilà votre pupitre. Donc Michel Maffezoli, vous êtes sociologue, philosophe, auteur de nombreux ouvrages parmi lesquels Le temps des tribus, Le réenchantement du monde ou plus récemment Écosophie aux éditions du Cerf. Vos travaux de recherche portent sur le décryptage de cette période charnière que nous vivons. Un pied dans l'ancien monde, celui de la modernité et de la technoscience, et un autre dans l'après, le nouveau monde, celui de la postmodernité. Et donc nous sommes ravis de vous accueillir ce matin et vous avez la parole. Merci. Bon, d'abord, je vous prie de m'excuser, j'avais oublié l'adresse où ça allait se passer, donc j'attendais qu'on vienne me chercher à mon hôtel, hein, c'est pour ça que je suis en retard. D'autre part, je suis plus sociologue. Hein, dans mon pays, on dit qu'il n'y a que les cornichons qu'on met dans des bocaux, donc je suis à la retraite. Et beaucoup de mes collègues sociologues me contestent ce titre, donc de toute façon, ils ont peut-être raison en quelque sorte. Et le dernier livre que j'ai écrit ne s'appelle pas Écologie, mais Écosophie. Ah, l'a dit, donc je suis un peu sourd, donc c'est peut-être pour ça que je prends. Parce que je considère que le terme écologie est un terme qui a une connotation, de mon point de vue, par trop politique, et qu'il faut penser maintenant, au-delà du politique, à la métapolitique. La politique, c'est saturé, c'est fini, voilà, et donc il faut passer à autre chose. Et c'est pour ça que j'ai préféré le mot écosophie, je le dirai dans un instant, qui est dans le fond, en son sens étymologique, la sagesse de la maison commune. Voilà pourquoi je préfère ce terme que le mot écologie. Maintenant, cela dit, je ne suis pas un fétichisme du concept. Ceux qui continuent à parler d'écologie, c'est très bien. Hein. Ce n'est pas mon genre, mais enfin, ça peut exister. Bon, je vais raccourcir ce que j'avais prévu en pensant en effet qu'il est important à certains moments d'avoir des débats hors de nos institutions, fût-ce-t-elle, pour ce qui me concerne, les institutions universitaires, comme toute institution, quelle qu'elle soit. Ne plus se préoccuper de ce qui est institué, mais voir ce qui est instituant, ce qui arrive, ce qui pousse. Et c'est en ce sens que, un peu à la manière d'ailleurs d'une époque qui est assez semblable à la nôtre, la fin de l'Ancien Régime et l'émergence de ce qu'est la modernité, ce qui est en train de s'achever actuellement, eh bien, c'était au-delà des institutions que se faisaient les salons, les causeries, les débats. Et peut-être que Darwin s'inscrit, bien évidemment, dans ce débat. Avant de rentrer dans le vif du sujet, en quelques minutes, chaque fois, qu'est-ce qui se passe? Un peu trop, d'accord. Oui. Oui, ça va comme ça. Je regarde, c'est parfait, il n'y a pas de problème. Ça va comme ça? Du coup, je suis un peu perdu. Oui, je disais quelques présupposés
qu'il me paraît nécessaire de dire chaque fois qu'on prend le risque de m'inviter, c'est que, premier présupposé, c'est que au-delà de ce qui est, si je puis dire, notre cerveau reptilien, la culture, ce qu'on a sucé avec le lait maternel, de la petite enfance à l'alma mater universitaire, qui fait que nous sommes des progressistes, censément. Et si je posais ici la question, je vous demanderais qui ici n'est pas progressiste. Il faut être progressiste, hein, c'est ça notre cerveau reptilien. Je pense que c'est fini le progrès. Il faut passer à autre chose. Et que le mythe du progrès, c'était ma thèse d'État quand j'ai commencé ma carrière dans les années 70. Je montrais comment s'était élaboré au XIXe siècle ce mythe progressiste qui était en son temps bené et qui est devenu dévastateur. Et au-delà donc de ce linéarisme, dans le fond, hein, l'humanité serait partie d'un point A de barbarie pour arriver à un point B de civilisation absolue. Le bon sens et la droite raison réunis, quand on regarde sur 2000 ans de temps, eh bien, on observe qu'il y a des cycles, il y a des époques. Dans le sens simple du terme, j'aime beaucoup l'étymologie, et en grec, le mot époque, ça veut dire parenthèse. Donc une parenthèse, ça s'ouvre, une parenthèse, ça se ferme. Et de mon point de vue, eh bien, on est en train de fermer la parenthèse moderne, la modernité, qui commence au XVIIe siècle et qui, à mon avis, s'achève vers la fin du XXe siècle. Entre les périodes, d'ailleurs, entre les époques, pardon, il y a toujours quelques périodes intermédiaires, quelques décennies, où ça grouille, où il y a du grouillement culturel, du fourmillement. Nous sommes exactement dans un de ces moments, et quand s'achève quelque chose, il faut accepter cette idée que quelque chose d'autre renaît. La fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Voilà mon hypothèse. Voilà mon premier présupposé. Donc non pas ce linéarisme progressiste qui nous a marqués, quoi que nous pensions et quoi que nous en pensions, mal ou bien, mais il y a au contraire quelque chose d'autre qui est en gestation. Deuxième présupposé, et je l'emprunte ici à un grand philosophe français qui est Michel Foucault, qui a écrit un livre fameux, Les mots et les choses, pour rappeler dans le fond que quand il y a des mutations, eh bien, il faut trouver les mots qui soient pertinents à ce qui est en train de vivre. Et que c'est si on sait trouver des mots pertinents, hein, qui soient en pertinence avec le temps, eh bien qu'on sera en phase avec ce temps. Hein, on se souvient de Camus, « Mal nommer les choses contribue au malheur du monde ». Quand Camus dit cela, ben, c'est parce que l'Empire chinois est en train de se déliter. L'empereur consulte le sage qui lui dit à ce moment-là, ben, il faut s'asseoir et trouver les mots. Je crois que nous sommes dans un de ces moments où il ne faut plus se contenter d'incantations, progrès, liberté, démocratie, république une et indivisible. Et on peut trouver des kilos d'incantations comme cela qui, de mon point de vue, ne veulent plus rien dire. Et trouver d'autres termes qui soient, eux, en phase avec le temps. Mon deuxième présupposé. Troisième présupposé, c'est quand il y a ces mutations, donc quand il y a ces changements de mots, il y a toujours, et c'est ce que nous vivons d'ailleurs, ce n'est pas négligeable, ce n'est pas un simple problème philosophique, il y a un décalage entre l'intelligentsia, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, et ceux qui vivent, le peuple. Je rappelle pour mémoire que quand il y a un tel décalage, que peuvent naître les discours de haine, de xénophobie et de racisme, et l'actualité n'est pas avare d'exemples en ce sens. Vous voyez, voilà les trois présupposés. Donc notre travail à nous, ben, de trouver les mots, en quelque sorte, les moins faux possibles, et d'une certaine manière, avoir de l'effort pour saisir justement ce qui est, j'emprunte une expression romantique qui me plaît beaucoup de Georg Simmel, le roi clandestin de l'époque. Hein, ce qui, encore une fois, au-delà de ce qui est institué, meut en profondeur, encore une fois, ce peuple dont j'ai parlé il y a un instant, et ce, au-delà de toutes les facilités, que ce soit celle de la bien-pensance, des idées reçues, ou de la médiocrité, de la médiacratie, qui tente à envahir, en quelque sorte, nos cerveaux. Voilà un peu ce qui me paraît important d'avoir à l'esprit pour comprendre ce qui est en jeu, pour comprendre dans le fond que, quand j'ai dit cycle, il y a des balancements. Nietzsche l'a bien montré, prédomine à certains moments quelque chose qui est plutôt ouranien, c'est-à-dire le cerveau, le ciel, et à d'autres moments Dionysos. Dionysos, c'est mon petit dieu chéri. Dionysos est un dieu qui est un dieu chtonien, en quelque sorte.
le mot chtonien dit bien ce que ça veut dire, c'est de cette terre-ci, autochtone, par exemple. Eh bien, voilà, moi, ce qui me paraît être en jeu actuellement, la saturation du grand modèle que j'ai dit tout à l'heure progressiste, purement rationaliste, tourné encore une fois vers les idées un peu abstraites, comme cela, hein, qui est déconnecté de la vraie réalité, et le retour de Dionysos, j'ai bien dit chtonien. Pour le dire en d'autres termes, non plus le rationalisme, dont le politique est l'expression, mais le sensualisme, dont la métapolitique serait à cet égard l'expression. Alors, en 2 temps très rapides, pour se faire et pour comprendre, ces présupposés étant donnés, diagnostic et pronostic. Mon diagnostic, encore une fois, ce qui est en train de cesser, mais ce qui continue d'exister. Les astrophysiciens nous montrent qu'on voit pendant longtemps la lumière d'une étoile morte. Celle des lumières, qui sont devenues des lumières clignotantes en quelque sorte, et qui amènent le décalage dont j'ai parlé il y a un instant. Modernité, 2 termes, 2 expressions, une philosophique, une littéraire, qui résumerait en quelque sorte ce qui a constitué, j'ai bien dit, les temps modernes. Ce qui commence au XVIIe siècle avec Descartes, ce qui s'achève vers la moitié du XXe siècle, c'est la formule que vous connaissez, sans peut-être la référer exactement, au milieu du discours de la méthode, Descartes, qui dit « l'homme comme maître et possesseur de la nature ». On a dans cette petite phrase de rien du tout cette paranoïa prétentieuse qui considère que la nature est un objet, objectum, ce qui est là jeté devant moi, et que le sujet peut maîtriser à loisir. Dans le même temps, pour les gens de ma date, on se souvient du Corneille qu'on nous faisait apprendre par cœur. Je suis maître de moi comme de l'univers, je le suis, je veux l'être et le serai encore, etc., etc., etc. Vous voyez, on a là dans ces 2 phrases quelque chose qui résume cette prétention que je viens d'indiquer, c'est-à-dire on peut dominer le monde. Et que c'est cette domination qui a abouti à la dévastation dont les saccages écologiques montrent à loisir l'importance. Et cela se fait au travers, dans le fond, d'une idée, qui est une idée très simple, c'est quand la rationalité, qui est une spécificité humaine, cette capacité de faire une relation de cause à effet, je dis bien c'est un paramètre, quand ce paramètre, à côté d'autres paramètres, qui étaient le ludique, le festif, l'onérique, l'imaginaire, quand ce paramètre va devenir dominant, il va devenir le rationalisme. Max Weber, qui est un sociologue allemand, économiste, dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, montre comment, à partir du XVIIe siècle, il y a ce qu'il appelle la rationalisation généralisée de l'existence. Tout est soumis à raison, tout doit donner ses raisons, aboutissant à ce qu'il appelle le fameux désenchantement du monde. Voilà, c'est le rationalisme qui, dans le fond, je ne veux pas être irrationnel, mais montrer comment l'exacerbation d'une des spécificités humaines aboutit, encore une fois, à la dévastation que j'ai dite il y a un instant. Et cela aboutissant à ce qui est la spécificité de rationalisme, c'est-à-dire couper les choses, le principe de coupure, le corps, l'esprit, la nature, la culture, et autres dichotomisations à l'avenant, si vous voulez, il y en a dans des quantités, qui aboutissent, encore une fois, à cette domination et dévastation. Voilà pour dire bref, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais dans le fond, voilà ce qui a constitué le projet moderne. La recherche d'une société parfaite, à partir d'une spécificité humaine, la raison qui est érigée en système total, évacuant les autres paramètres. Alors, de mon point de vue, voilà ce qui est en train de s'achever. Le mot « fin » n'est pas le mot le plus pertinent. Moi, le terme que je préfère pour bien comprendre les mutations que nous vivons actuellement, c'est l'idée de saturation. En chimie, la saturation, c'est quand les diverses molécules qui composent un corps donné, par fatigue, usure, ne peuvent plus rester ensemble. Mais dans le même temps, ces diverses molécules rentrent dans une autre composition. C'est ça le mécanisme de la saturation. Et d'un point de vue culturel, moi, c'est ce qui me paraît être en jeu actuellement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. C'est-à-dire qu'on voit comment, à partir d'une décadence, il peut y avoir une forme de renaissance. Et c'est cela, de mon point de vue, alors c'est cela qui montre qu'il y a une saturation du progressisme. Je vais le dire ici en grec, ce terme. Logos spermatikos. Le logos spermatique qui se projette. Et c'est ce progressisme qui en était en quelque sorte la base.
Alors, à l'opposé de cela, de mon point de vue, il y a une saturation, et c'est ce que j'appelle la sensibilité postmoderne. Je dis bien sensibilité écosophique. C'est-à-dire quelque chose qui est repérable en particulier chez les jeunes générations, qui d'une manière quasiment instinctuelle, en quelque sorte, je dis bien instinctuelle et pas forcément pensée, eh bien, refuse en quelque sorte cette séparation que je viens de dire, hein, et rentre, disons le mot un peu savant, un gros mot qui me paraît important, holisme. Hein, cette conception holistique du monde, holos en grec, c'est la totalité, c'est la globalité, c'est l'interaction, c'est la réversibilité. Dans le fond, l'accent mis sur le qualitatif de l'existence. Ne plus perdre sa vie à la gagner. Le plan d'épargne logement n'étant plus un idéal de vie. Quelque chose qui fait que d'une certaine manière, ben voilà, ce n'est plus simplement la ratio, ce rationalisme que j'ai dit tout à l'heure, le quantitatif. Et là, de ce point de vue, alors voilà, hein, faire de sa vie une œuvre d'art, si je le dis à la manière nietzschéenne. Voilà, moi, ce qui me paraît, en quelque sorte, être la nappe phréatique de la postmodernité. Ça ne se voit, le roi clandestin, que je disais, hein, ça ne se voit pas forcément, mais ça sustente. Hein, ça permet qu'il y ait de la faune, de la flore, qu'il y ait de la vie, tout simplement. Et alors, on peut le dire, j'ai dit tout à l'heure, pour exprimer cela, le sensualisme. Hein, nombre de sociologues avaient mis l'accent sur ce glissement du rationalisme au sensualisme. Et ce qui me paraît alternatif, c'est bien ce sensualisme. Alors, c'est le corps, Michel Foucault que j'ai cité, rappelé qu'au XIXe siècle, le corps n'était légitime que s'il produisait ou s'il reproduisait. Là, au contraire, il y a le corps en tant que tel qui est valorisé. À certains moments, la profondeur se cache à la surface des choses. Hein, c'est la peau qui est importante. Alors, c'est la mode. Le corps que l'on habille en est une expression. Le corps que l'on soigne, la diététique. Le corps que l'on construit, musculation et autres manifestations de cet ordre. Voilà ce qui, de mon point de vue, est au cœur même de la sensibilité écosophique. Au cœur même de cette sensation de la maison commune. Ce que Braudel a bellement appelé un écosystème. Et du coup, la nature n'est plus simplement un objet que le sujet peut exploiter, mais j'ai eu pour maître et ami Gilbert Durand, qui était un grand anthropologue et qui parlait du trajet anthropologique. Le trajet anthropologique, dans le fond, c'est quoi? C'est quand la subjectivité, la nôtre, est déterminée par des intimations objectives. Intimation, c'est-à-dire ce qui nous force à obéir à ceci ou à cela, à l'environnement, au fait que le lieu fasse lien, qu'on est déterminé par un territoire, par un terroir. Pour moi, c'est le fétichisme de la terre. Hein, c'est-à-dire quelque chose, c'est ça l'écosophie. Au-delà du progressisme, il est un mot auquel je vous rends attentif. Hein, j'ai dit tout à l'heure, trouvons les mots pertinents, les mots en phase. Eh bien, au-delà du progressisme, il y a l'idée de la progressivité, la philosophie progressive. C'est autre chose que le simple progressisme. C'est tout à la fois, bien évidemment, se rendre compte qu'on ne peut plus dominer simplement la Terre, mais qu'il y a un processus d'ajustement, d'accordance. C'est ça le trajet, la réversibilité, le va-et-vient en quelque sorte. J'ai dit, le lieu fait lien. L'école de Palo Alto en Californie insiste là-dessus et parle dans le fond de la proxémie, c'est-à-dire quand on ne peut penser l'environnement social, la vie en société, qu'en fonction de l'environnement naturel. C'est ça la proxémie. C'est ça pour moi la sensibilité écosophique. Et c'est cela qui me paraît être en jeu actuellement, qui ne devrait pas nous rendre pessimistes. Il y a quelque chose de profond, encore une fois, qui anime cette sensibilité que j'ai dite il y a un instant. Alors la synergie, le paradoxe, hein, dans ces périodes entre deux époques, il y a toujours du paradoxe. Hein. C'est Goethe qui dit « chaque civilisation en son moment naissant est paradoxale ». Moi, mon paradoxe, je l'ai formulé dans la définition que j'ai proposée, la seule d'ailleurs, concernant cette post-modernité en gestation. Je l'ai dit, elle est un peu alambiquée et je l'explique. Synergie de l'archaïque et du développement technologique. Synergie, c'est la démultiplication des effets. Archaïque, non pas dans ce qui est dépassé, arché en grec, c'est ce qui est fondamental, ce qui est premier.
Donc pour moi, c'est la synergie entre, encore une fois, cet archaïque que l'on avait cru dans notre progressisme bené, dépassé, mais qui est là, la tradition, le territoire, la terre-mère, sous ses diverses modulations, et Edgar Morin, que vous recevrez, a bien développé des idées en ce sens. Donc synergie entre cela et le développement technologique. Puisque j'ai écrit un livre, vous l'avez rappelé, qui s'appelle Le temps des tribus, c'est la synergie entre la tribu et Internet. Les réseaux sociaux, les blogs, les forums de discussion, où là, il y a la radicalité de la pensée, c'est-à-dire on revient en quelque sorte à la racine des choses. Et pour ma part, j'ai rappelé que justement, tout à l'heure, j'ai dit le mot, l'expression, logos permatikos. Le logos qui est comme du sperme qui va se projeter sur l'avenir. Ma proposition concernant la sensibilité écologique n'est pas forcément heureuse, mais je vous la dis tout de même. L'invagination du sens. C'est-à-dire quand le sens ne se projette pas dans le lointain, mais revient au trou, au creux, au vagin, à la terre-mère. Et voilà pour moi le vrai glissement qui est en gestation actuellement. Non pas encore une fois une attitude projective sur le lointain, progressiste, mais au contraire cette progressivité. Deux expressions de grands philosophes, il faut toujours avoir à l'esprit et penser ainsi. Merleau-Ponty, quand il parle de la chair du monde, ou encore Gilles Deleuze, quand il rend attentif les plis dans lesquels nous sommes en quelque sorte incorporés. Voilà moi ce qui me paraît être en jeu dans le fond dans la philosophie progressive. Voilà ce qui va constituer le climat actuel. Ortega y Gasset, qui est un philosophe espagnol, disait l'impératif atmosphérique. Impératif atmosphérique, c'est-à-dire ce à quoi on ne pourra pas échapper et qui va constituer en quelque sorte ce qui est en jeu actuellement. Alors moi j'avais formulé un oxymore pour rendre attentif à cela. L'enracinement dynamique. À partir de ces racines, dynamis, il y a de la force. Eh bien en quelque sorte, voilà ce qui me paraît être cette sensibilité écosophique qui est en quelque sorte non plus le simple progressisme, si je me suis bien expliqué là-dessus, mais au contraire, alors le mot, nous ne l'employons pas, enfin, il y a une occurrence que l'on trouve chez Élisée Reclus, qui est un grand géographe, un théoricien de l'anarchie de surcroît, et il dit « ingre ». Les Espagnols, les Italiens, les Portugais ont le mot « ingresso ». Nous n'avons pas, nous, ce mot « ingression », mais « ingre », c'est encore une fois une énergie qui n'est plus forcément une énergie comme ça, paranoïaque dans la domination du monde, mais qui va s'accorder à ce monde-ci, qui va se dépatouiller, du bricolage en quelque sorte, qui me paraît être en jeu. Voilà les quelques mots que je pouvais dire sur cette sensibilité instinctuelle, en quelque sorte, qu'est l'écosophie. On avait deux schémas interprétatifs dans nos analyses philosophiques, théoriques de divers ordres. C'était la flèche du temps, le progressisme hegelien, c'était le cercle nietzschéen, le retour du même. De mon point de vue, ce que j'essaie de vous dire concernant cette philosophie progressive, c'est ni l'un ni l'autre, ni la flèche ni le cercle, mais la spirale. Voilà ce qu'est cet enracinement dynamique et que je livre à votre réflexion. Michel Maffezoli, merci beaucoup. Je vais demander à nos trois invités de nous rejoindre sur scène. Donc Jean-David Abel, Christophe Aubel et Gilles Boeuf. Merci de les accueillir. On va faire les présentations. On va commencer par vous, Gilles Boeuf. Donc Gilles Boeuf, vous êtes biologiste, président du conseil scientifique de l'Agence française pour la biodiversité et vous avez présidé pendant 7 ans le Muséum national d'histoire naturelle. À votre gauche, Christophe Aubel, vous êtes directeur de l'Agence française pour la biodiversité qui est sous tutelle du ministère de la Transition écologique. Et enfin, à votre gauche, nous avons Jean-David Abel, donc vous êtes vice-président de France Nature Environnement et vous y êtes responsable du réseau biodiversité et de la mission Loup. Bravo. On a vécu une rentrée un petit peu particulière avec la démission de Nicolas Hulot. Et j'avais envie de commencer cette table ronde en vous posant cette question. Qu'est-ce que vous avez ressenti suite à l'annonce de sa démission ?
Ben, j'étais avec lui mardi soir, hein, lorsqu'il quittait le ministère. C'était extrêmement émouvant, parce qu'il l'a fait avec son cœur, avec ses viscères. Hein. Et il était venu comme ça, Nicolas. Le lundi matin, j'étais sur France Inter, puisqu'on a sorti une tribune sur la biodiversité avec l'Académie des sciences. Et je ne savais pas qu'il allait partir, hein, puisqu'il a annoncé son départ le lendemain. Donc je le défendais encore. Et la journaliste me disait, mais vous le défendez alors qu'il y a plein d'incohérences dans le système. C'est vrai qu'il y a plein d'incohérences. Et c'est un peu la raison qu'il a repris le lendemain, le mardi, pour expliquer son départ. Donc juste 2 réactions. Je suis malheureux parce qu'il est parti, mais je comprends pourquoi il est parti. On est dans une situation aujourd'hui où si on ne met pas en priorité ces questions-là, ça ne marchera pas. Moi, j'ai toujours rêvé d'un énorme ministère qui serait agriculture, pêcherie et environnement. Je ne sais pas si on l'aura un jour. J'y vais. Moi, j'ai envie de dire que je suis encore plus déterminé que l'étais avant. Je connais bien Nicolas aussi, donc voilà, il n'y a pas à commenter. Je n'ai pas envie de commenter son geste. Je pense que ce qu'il faut avoir en tête, et les échanges qu'on va avoir vont le montrer, donc la biodiversité ne va pas bien, ça c'est très embêtant pour nous et pour notre avenir. Et en même temps, j'imagine que là aussi on va le dire, ça veut dire plein de choses en termes de, M. Mefrezeli vient de le dire, de métamorphose, de changement. C'est pas si simple. Et donc moi je suis arrivé, je viens aussi des ONG, je suis arrivé à ce poste, certes très différent de celui de ministre, en disant il faut y aller, c'est la responsabilité de tout le monde. Je suis déterminé et je reste déterminé. Et Hubert Reeves, ici, c'était il y a 3 ans dans cette même salle, on lui avait demandé s'il était pessimiste ou optimiste et il a répondu qu'on s'en fichait d'être optimiste ou pessimiste et ce qu'il fallait, c'est que chacun soit déterminé à faire ce qu'il a à faire pour réussir cette transformation. J'en suis toujours là. Qu'est-ce qu'on a ressenti? Moi, ce que je dirais, c'est que c'est contradictoire. D'abord, immédiatement, moi, j'étais soulagé pour lui, parce qu'on voyait d'assez près ce qu'il vivait et les contradictions dans lesquelles il était, et en même temps, un gros sentiment de gâchis et d'échec quand même, et d'échec devant ce que nous connaissons parfaitement et depuis des années et des années. C'est-à-dire un échec devant lequel quelqu'un de convaincu, de déterminé, d'influent, n'arrive pas à faire bouger les lignes seul, parce qu'il n'arrive pas à s'appuyer sur le corps social, la société civile, les syndicats, les acteurs économiques, etc. Enfin, on va en parler, mais voilà, il y a vraiment ce double sentiment de il y a l'urgence, il y a l'échec, et en même temps, la même détermination pour nous à faire et à continuer. Puis avec lui, d'une manière ou d'une autre, il n'est pas parti, il n'a pas disparu, il existe, il a ses convictions, et on continuera à faire des choses ensemble. Et très probablement, il est lui-même résilient. C'est le thème de notre conférence ce matin. On va peut-être commencer tout simplement par définir le terme de résilience, qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Gilles Boeuf, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de résilience de la nature? Alors, on sort d'un superbe colloque. Il y a juste 2 mois à Marseille, on avait le 4e congrès mondial sur la résilience, organisé par Hubert Mazurek et Boris Cyrulnik. Un très très grand moment, il y avait des gens de plus de 60 pays qui sont venus, des petites communautés d'Amérique latine, africaine, asiatique. D'abord, la résilience, c'est un mot qu'on utilise en psychanalyse et puis en philosophie. C'est le fait que quand on a subi un trauma, plus ou moins violent, on va récupérer une situation plus ou moins proche de la situation antérieure. Et l'écologie, si on va parler de ce terme après, et on a abordé des thèmes comme par exemple l'inceste, le massacre du Rwanda, où on tue 1/3 de la population d'un pays, ça n'a pas tellement ému les gens. L'attentat du Bataclan, il y a un gros travail qui est lancé par l'ANR en ce moment sur comment les gens qui ont subi ceci dans leur chair, dans leur vie, il y a 20% qui s'en sortent pas si mal que ça, il y a 80% qui s'en sortent pas si mal que ça, et 20% qui ne récupèrent pas. Et on peut utiliser la même chose pour les écosystèmes. Donc la résilience, ça serait le fait d'étudier une situation qui va être dégradée, qui va l'abîmer, qui va lui faire subir un trauma, plus ou moins violent, je disais, et ensuite, qui va revenir à quelque chose. Alors, première chose fondamentale, je tiens à vous dire, on l'oublie toujours, vous ne pouvez pas résilier si vous êtes mort. Et ça, on l'oublie complètement. Je vois les écolos qui en passent sans arrêt. Non! C'est pour ça que je me bats. Ne détruisez pas. Laissez un petit pavé d'ortie dans le jardin, un petit fond marin non chaluté. C'est de là que partira la résilience. Elle ne peut pas repartir. C'est pas possible si on est détruit. Donc, c'est très important de voir ceci. La résilience, c'est... Alors après, on va comparer l'état initial et l'état final. Alors pour un écosystème, c'est compliqué. Comment ça se passe dans la nature? Vous avez un système d'oscillation, comme toujours. Hein,
Et puis vous avez l'agression qui va survenir. Alors si l'agression consiste à détruire pour faire, je sais pas, une place publique sans arbre ou bien détruire une mare, la sécher, bon, ben, il n'y aura pas de résilience. Si par contre l'agression permet effectivement de garder quelques petits lambeaux de ce qu'il y avait avant, ça va repartir. Et la vraie question c'est combien de temps ça dure? Et moi qui travaille beaucoup sur ces questions au Muséum d'évolution, je vais prendre la troisième grande crise mondiale d'extinction des espèces. On est il y a 251 millions d'années. Il se produit des impacts de météorites, la température monte, l'oxygène s'effondre dans l'eau et dans l'air, et on perd 96% des espèces connues à l'époque en mer et sur terre. Alors la résilience là-dessus, c'est quoi? Je vais prendre un cas d'espèces que j'aime beaucoup, les oursins. Vous connaissez tous les oursins. Il y a 700 oursins sur la Terre aujourd'hui. 700. Et au moment de cette grande crise-là, il y avait des centaines d'oursins qui vivaient durant l'ère primaire. Deux du même genre vont passer de l'ère primaire à l'ère secondaire. Ce qui veut dire que les 700 oursins actuels viennent de 2 qui ont réussi à repartir. Alors juste un chiffre, la résilience, 2 passent la crise, sinon il n'y en aurait plus. C'est comme les trilobites, ils sont partis à ce moment-là. Les coraux tabulés sont partis aussi. 2 passent la crise, et pour avoir la 3e, il faudra 26 millions d'années. Vous voyez que ça peut prendre un certain temps. Donc nos temps géologiques sont intéressants à prendre en compte. Donc la résilience, c'est ça. C'est le temps qu'il nous faut pour être capable, à partir d'une situation très traumatisée, pour revenir à autre chose. Alors, et je termine là-dessus. On me dit, bah, regardez, j'ai fait une carrière maintenant, j'arrête mon expression de carrière, j'ai tout rendu à la nature, et à dos, maintenant, j'ai plus d'espèces qu'avant. Est-ce qu'il a résilié? C'est une vraie question, vous voyez. Donc c'est ça la résilience, hein. C'est comment, après un trauma violent, vous récupérez une situation plus ou moins proche de l'antérieure. C'est un petit peu long, mais je pense que ça décrit bien la situation. Ouais. Christophe Aubel, vous voulez Je voulais ajouter, et je pense que Gilles sera d'accord avec ça, c'est que ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que probablement, effectivement, oui, la biodiversité est résiliente, elle peut se réinstaller, mais quelle biodiversité? Et quel cadre de vie pour les humains que nous sommes dans une... Voilà, et c'est ce que tu racontes souvent au large de la Mauritanie, l'océan qui devient un océan de méduses, pour les populations qui vivaient de la pêche, il y a un petit problème. Donc je pense que ça, il faut quand même l'avoir en tête. Et du coup, moi, j'ai aussi envie d'interroger... il faut compter sur la capacité de résilience de la nature, oui, mais il faut surtout compter sur la nôtre. C'est-à-dire qu'est-ce que nous, on est capable de changer, de modifier notre attitude pour éviter qu'on ait trop à compter sur la seule résilience de la biodiversité, encore une fois, dont on ne sait pas bien ce qu'elle peut nous donner comme cadre de vie derrière. Et ça me fait penser à ce que disait Rachel Carlson, qui a écrit dans les années 60 Le Printemps silencieux sur les pesticides, où elle disait de mémoire, parce que j'ai pas pris le temps d'aller relire la phrase exacte, l'homme est en guerre contre la nature, il oublie que dans cette guerre, il est en fait en guerre contre lui-même, parce qu'il fait partie de la nature, et que l'enjeu, ce n'est pas la maîtrise de la nature, mais bien la maîtrise de ce que nous sommes, nous. On pourrait dire la maîtrise de notre intelligence. Donc c'est peut-être là aussi qu'il faut aller chercher la résilience, mais la nôtre. Alors en préparant cette table ronde, vous m'avez cité plein d'exemples où la nature a réussi à faire face et à reprendre après justement donc un choc traumatique. Jean-David Abel, est-ce que vous pourriez nous partager peut-être quelques exemples de ce type-là? Je vais prendre des exemples de registres différents. Juste peut-être en précisant, en complétant juste ce qu'on vient de dire sur la résilience, sur le fait que les milieux les plus résilients sont ceux qui sont les plus divers, y compris au point de vue diversité génétique. Je crois que c'est vraiment important de se dire que dans les crises qu'on affronte, pas que le climat, les produits chimiques, etc., c'est effectivement de cette diversité que peut naître la résilience dont parlait Gilles Boeuf à l'instant. Je vais prendre 3 exemples rapidement. Le premier, c'est celui de la zone d'exclusion de Tchernobyl. Vous le savez, donc je vais être très court là-dessus, mais c'est quand même une zone très importante, c'est à peu près le Luxembourg, 2600 km², sur lequel, du fait de la déprise humaine, énormément d'espèces animales, oiseaux, mammifères, etc., se sont développés ou sont revenus de façon très importante, avec effectivement, et ça a été étudié, un certain nombre de mutations, etc., mais qui sont quand même capables de vivre de façon très forte sur des milieux très impactés et dégradés avant, et évidemment beaucoup par la catastrophe elle-même. Le deuxième exemple, c'est un exemple non pas de résilience, mais de capacité de création de la nature. C'est un espace qui est juste à Buenos Aires, à l'embouchure du Rio de la Plata et de l'océan, où dans les années 70 ont été déversés des millions de tonnes de gravats, de béton, de briques, de tuiles, etc., pour à la fois rénover le cœur de Buenos Aires et surtout faire des autoroutes urbaines, comme ça se faisait énormément. Et ils ont créé une espèce de polder de 350 hectares pour créer un nouveau quartier. Et finalement, ce projet a été abandonné
et cet espace a été laissé à lui-même, et très rapidement, avec les sédiments apportés par le Rio de la Plata et avec le vent, et surtout les espèces, les oiseaux, etc., très rapidement, une biodiversité extraordinaire s'est développée là-dedans, a créé des lagunes, des prairies, des forêts. Et aujourd'hui, alors c'est déjà depuis plus de 20 ans une réserve écologique, c'est un site Ramsar depuis 2005, c'est reconnu par BirdLife pour tout ce qui est oiseaux migrateurs, c'est plus de 1500 espèces, dont 250 espèces d'oiseaux, tout ça en moins de 40 ans, enfin c'était créé il y a déjà 30 ans. Donc il y a une capacité de vie, de vitalité, on va dire, qui est absolument extraordinaire. Troisième exemple, plus court aussi, c'est celui des lois de protection de la nature en France, 1976, et d'un certain nombre de politiques publiques qui ont été avec, et où on a vu qu'à partir du moment où on protégeait, où on ne classait plus en nuisibles, etc., un certain nombre d'espèces, eh bien, elles étaient capables, alors qu'elles étaient parfois en très grande difficulté, comme certains aigles, comme certains faucons, comme le faucon pèlerin, de redévelopper des populations très importantes en quelques décennies et de recoloniser des espaces. Donc ça c'est vrai pour, vous connaissez les vautours, fauves, moines, les aigles royaux, les faucons pèlerins, toute une série de hérons, blangios, etc. Mais c'est vrai aussi pour des mammifères, pour la loutre par exemple qui est en expansion, pour le castor qui avait déjà débuté avant, pour les bouquetins des Alpes, etc. etc. Donc des politiques, des changements de politique, des changements de vision aussi de l'homme sur ces espèces et des cohabitations acceptées dans certains milieux par rapport à ce qu'on se racontait encore seulement 1 ou 2 générations avant sur ces espèces font qu'elles ont une capacité de redéveloppement démographique très importante. J'aimerais juste revenir sur l'exemple de Tchernobyl parce que c'est quand même assez fascinant. On est sur un milieu qui est extrêmement pollué, avec des niveaux de radiation qui sont énormes, et tout de même, la vie peut revenir dans ce milieu-là. Les animaux, en fait, ne sont pas malades, ne sont pas impactés par ces radiations? Ça, on ne le sait pas, et je pense que les mutations qu'on voit dans certaines espèces, végétales et animales, montrent qu'il y a des effets très importants. D'autant plus qu'il y a, au-delà des déchets qui existent de ci, de là, il y a des niveaux de radiation encore très importants et qui vont durer des dizaines de milliers d'années. Donc, on ne sait pas. En tout cas, il y a une capacité à vivre. Et là, surtout, ce qui est assez marquant, c'est la rapidité après la déprise humaine pour laquelle ce territoire est reconquis par, y compris des loups, des ours, etc. Pas que par des mustélidés et des renards, quoi. Gilles Boeuf, c'est quoi en fait les mécanismes de cette résilience? Qu'est-ce qui se passe très concrètement? Pour revenir à Tchernobyl, excusez tout à l'heure, Tchernobyl a été très abîmé, mais pas détruit. Ce n'est pas un parking de supermarché. Voilà. Vous êtes à un parking de supermarché, vous avez tout détruit. Il reste des vers de terre en dessous, mais c'est tout. Il n'y a rien qui revient, puisque de toute façon, on a artificialisé à l'infini le système. Donc c'est moins grave Tchernobyl qu'un parking de supermarché pour le retour de la biodiversité. Vous voyez que c'est des choses très fusiles et très banales autour de nous, hein. Donc le vivant a été capable de repartir parce qu'en fait le vivant a une capacité depuis la nuit des temps à innover en permanence. Je relisais ce que disait Darwin tout à l'heure. Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Et c'est là que c'est extrêmement important à prendre en compte pour repeupler un tel milieu. Il faut toute une dynamique d'un système. Dans la diversité, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit, on est beaucoup plus résilient quand on est très biodivers. Le drame actuel que l'on vit, c'est que pratiquement tous nos écosystèmes, autant marins que continentaux, sont déjà affectés. Donc moins capables de résilier parce que déjà, on leur a enlevé des morceaux. Une émission de la BBC il y a quelque temps, j'ai trouvé magique, sur la grande sèche. Vous avez 2 mâles de grande sèche qui se battent entre eux pour les filles qui sont à côté et qui attendent. Donc ils ont des couleurs très spéciales. Arrive un petit mâle qui en quelques secondes pige la situation. Il dit, j'ai aucune chance sur le combat singulier contre les 2 gros qui sont là. Vous savez que les animaux changent facilement de couleur. En quelques secondes, il prend la couleur des filles. Il se met avec les filles, qui savent bien que ce n'est pas une fille mais un garçon. Et il féconde toutes les filles. Et quand les 2 grands ont fini de se battre, toutes les filles sont déjà fécondées. Quel gène va transmettre la descendance? Pas les gènes du plus fort, les gènes du plus malin et du plus adaptable à la situation. Donc c'est ça, pour répondre à ta question, c'est cette capacité du vivant à s'organiser dans les écosystèmes. Le problème que l'on a aujourd'hui au niveau des études, que souvent on prend une espèce. Sur les pêches, c'est un très bel exemple, hein. On va travailler sur le thon rouge, on va travailler sur l'espadon, sur la coquille Saint-Jacques, on en parle beaucoup en ce moment. Il faut qu'on travaille sur l'ensemble de l'écosystème et on se rend compte à ce moment-là, si on fait une gestion collective de l'ensemble, que les méthodes sont bien meilleures.
Alors, et pour revenir au milieu marin, qui est mon milieu préféré et favori, le milieu marin a une extraordinaire capacité de résilience. On ficherait la paix aux zones mondiales 2 ans, on relance la pêche mondiale si on faisait ça. Juste pour sortir de Tchernobyl, qui illustre quand même le fait que la vie revient, la biodiversité, mais les humains n'y vont pas. Donc voilà, je pense qu'il faut quand même aussi, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, voilà, ils peuvent avoir des cancers, exactement. Donc voilà, une ville où on arrête les pesticides, on voit la flore et les herbicides, la flore qui revient et les insectes qui reviennent, ou au Danemark, où là aussi il y a eu dans certains territoires une baisse de l'utilisation des pesticides, la loi était revenue. Et là, pour le coup, ça fait le lien avec la santé humaine, puisqu'on sait que les pesticides sont aussi... Voilà. Donc on sait qu'il y a des choses à faire, il y a des choses qui marchent. Et pour moi, c'est aussi une force de la biodiversité par rapport au climat, c'est que vous pouvez être exemplaire quand vous rejetez du gaz à effet de serre. Le climat peut continuer à aller tout aussi mal parce que globalement, ça ne baisse pas beaucoup. Biodiversité, là où vous êtes sur un territoire, si les pouvoirs publics décident de faire des choses, on voit les résultats. Et ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on joue pour convaincre nos concitoyens et les décideurs qu'il y a des choses à faire. Donc si je comprends bien, la nature, elle a besoin d'avoir quand même une bonne diversité génétique pour s'en sortir. Elle a besoin de temps aussi. De quoi d'autre elle a besoin? C'est quoi les bons ingrédients pour que la résilience puisse avoir lieu pour la nature? Je ne sais pas qui... Gilles Boeuf. Qu'on lui fiche un peu la paix, c'est tout. Hein. Même chose. C'est ça. Qu'on arrête de l'agresser, de la dégrader. Qu'on lui fiche la paix. Parce que et de l'appauvrir. Ce qu'on voit aujourd'hui, on me dit finalement, vous savez que quand on travaille sur ces questions-là, on montre qu'effectivement, chaque fois que le vivant est agressé et que les grandes crises se produisent, ça va forcer le vivant à réagir par l'apparition de nouvelles espèces. Donc c'est vrai, aujourd'hui, l'humain crée des conditions de nouvelles espèces qui apparaissent. Je peux raconter l'histoire des moustiques dans le métro londonien, qui est une histoire incroyable. Hein. 2 nouvelles espèces de moustiques apparues dans le métro. Parce que dans le métro, pour un moustique, c'est génial. Il n'y a pas d'hirondelle pour le bouffer. Il fait chaud toute l'année et il y a des mètres cubes de sang humain à pomper. C'est magique. Et on a vu, entre 1930 et 1970, dans 2 lignes du métro londonien, apparaître 2 nouvelles espèces de moustiques. Ça, oui. Mais le problème, c'est que tout ça n'a pas le temps de s'exprimer, puisqu'au fur et à mesure, on détruit les écosystèmes. Donc je reviens à ma litanie. Ne détruisez pas. Ça, c'est extrêmement important si on veut de la résilience. Faisons avec la biodiversité, c'est-à-dire posons-nous la question à chaque fois qu'on fait quelque chose sur l'impact que ça a et comment on fait pour qu'il en reste quand même et pour qu'on ne l'agresse pas à chaque fois. C'est vraiment le... Enfin, moi, je pense que c'est important de se dire toujours faire avec dans toutes nos activités. Oui, Jean-David Abel. Un des problèmes pour ça, c'est le fait que quand même, justement, cette capacité de résilience, cette réparation, cette auto-réparation de la nature, a fini par convaincre l'espèce humaine qu'on pouvait tout se permettre, on ne touchait pas les limites. Là, il y a vraiment quelque chose qu'on voit chez énormément de décideurs sur on n'a pas de limite. Voilà, la nature, elle va repartir, mais regardez l'espèce où on saura restaurer nous-mêmes, hein, le génie humain, le génie scientifique, technologique, etc. On saura faire. Donc on outrepasse encore plus les limites. On n'est pas là aujourd'hui dans l'action à un niveau suffisant parce qu'il y a cette idée de fond de enfin tout ça, ça va bien aller, quoi. Quand on sera un peu sage, quand on changera le truc, ça reviendra. Et donc, on n'a pas la précaution, on n'agit pas, on ne met pas dans nos politiques publiques les précautions nécessaires à cause de cette réalité scientifique. Je vais quand même juste partager un chiffre, c'est moins 40% de biodiversité en 50 ans. Donc là, on parle d'une 6e extinction des espèces. Donc la situation est grave. Est-ce qu'il y a des points de non-retour? Vous disiez tout à l'heure, Gilles Boeuf, qu'effectivement, il n'y a pas de résilience quand on est mort. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà des zones mortes dans le monde? Est-ce qu'il y a des zones qui ne pourront pas repartir? Qui ne pourront pas, je ne dirais pas ça. On va voir avec le temps. Mais par exemple, dans le fond de la mer Baltique en ce moment, avec la température qui a augmenté, on voit des zones de pêche qui étaient classiques, où il n'y a plus rien, parce que l'oxygène s'est effondré, on est sur des milieux qui sont extrêmement réduits, donc il n'y a plus rien. Il y a des bactéries, parce que vous savez, quand on parle de l'humain qui fait disparaître le vivant, les bactéries, elles seront toujours là. Elles seront là bien après nous. Et je vous rappelle que tous ici dans la salle, on est fait d'au moins autant de bactéries que de cellules humaines. Donc c'est absolument fondamental. Mais on s'intéresse malheureusement en recherche qu'aux espèces un peu emblématiques. Ce qui est très grave, et Franck Courchamp était là hier soir, il a fait un très joli papier récemment où il montre que même quand on aime, on détruit. 40% des lions ont disparu en 40 ans. Le guépard était chassé par des Maharajas en Asie au début du XXe siècle. Il reste 40 guépards vivants en Asie, en Iran, en train de disparaître parce qu'on a lâché des chiens de guerre, des gros molosses turcs qui sont en train de manger en ce moment les portées de maman guépard. Il va disparaître de l'Asie. Et c'est la même litanie partout. Et ne parlons pas de ce qu'on ne connaît pas. Donc ça veut dire que
Le problème, c'est effectivement, oui, il y a des milieux qui sont morts, des fonds marins, on a vu des effondrements d'oxygène, de salinité trop élevée, des hypersalinités de sol sur des régions où on irriguait avec l'eau de la rivière qui maintenant est salée, ce qui fait qu'on ne peut même plus irriguer. Oui, maintenant, à terme, ça va évoluer comment? Ce qui est intéressant par rapport à ce que disait mon ami tout à l'heure, c'est que les zones où on a perdu le plus de population sont ces zones de culture transgénique monospécifique en Argentine qu'on évoquait tout à l'heure. Il nous manque 70% des espèces sur 40 ans. Alors, il faut être très clair aussi, hein, le mot extinction me gêne un peu, parce que moi qui travaille beaucoup là-dessus, je connais une espèce disparue en Europe dans les 40 ans écoulés. C'est quand même pas beaucoup. Elles ont pu migrer, hein. L'espadon français est en train de disparaître, mais il en reste encore un petit peu. On est dans un effondrement du nombre d'individus dans les populations. Et la seule espèce dont je vous parle, c'est une petite porcelaine, un petit coquillage, qui s'appelait Corymbé batava, qui vivait en Hollande. Et quand vous allez chercher les zones où on le trouvait il y a 40 ans, ce sont des polders avec des vaches aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des espèces qui sont plus résilientes que d'autres? Il y a des milieux qui sont plus armés pour s'adapter? Jean-David? Oui, bien. Oui, en fait, il y a des espèces qui sont plus ubiquistes, plus adaptables, alors qu'il y a des espèces qui ont des niches écologiques très très réduites, qui dépendent de la qualité de l'eau. Enfin, on le voit dans les rivières, dans nos rivières, quand vous voyez le cortège d'espèces qu'il y avait au début du XXe siècle et ce qu'il y a aujourd'hui, il y a une régression majeure, quoi. Donc, ça veut dire que le temps de restauration de la qualité des milieux, alors là c'est l'eau, ça peut être les sols, ça peut être etc., peut être très long. Et le retour, certains vont revenir relativement vite, et d'autres, par exemple, je vais prendre l'exemple de la truite, alors que d'autres, comme l'anguille, va être beaucoup plus fragile, et va mettre plus de temps à recoloniser. Donc il y a, enfin là je prends encore d'espèces relativement emblématiques, mais dans des espèces beaucoup plus anodines, on voit qu'il y a des espèces, dans les insectes par exemple, qui dépendent vraiment de niches écologiques, de végétaux très spécifiques, et qui vont avoir beaucoup plus de mal à se refaire pour autant qu'on arrête de les détruire ou de détruire les milieux qui les hébergent. On parle beaucoup d'espèces, je voulais juste insister sur le fait que derrière tout ça, c'est le fonctionnement des écosystèmes et les interactions. C'est-à-dire que la biodiversité, hein, c'est pas un catalogue d'espèces. Donc ce qui se passe avec les espèces nous permet de constater que la biodiversité va pas bien, hein, les populations qui baissent, comme le disait Gilles. Mais derrière, on sait que tout est interaction, que les humains font partie de ces interactions. Et je pense qu'il faut aussi qu'on garde ça en tête. Hein, et alors, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que d'abord, je pense qu'y compris pour aller toucher l'ensemble de nos concitoyens, l'entrée espèce, elle est importante, mais peut-être pas suffisante. Je pense qu'il y a une part de gens à qui ça ne parle pas et que par contre, quand on leur raconte des histoires sur le fait que des espèces comme les insectes pollinisateurs, c'est super important pour ce qu'on mange, ça peut changer aussi la façon de faire. Et je pense que c'est important de se rappeler que, encore une fois, qu'on fait partie de ce vivant, qu'on en dépend. Il y a des histoires sur les coquilles Saint-Jacques. Je ne sais pas si on verra notre petit film tout à l'heure, mais quand il y a moins de requins, il y a aussi moins de coquilles Saint-Jacques, et donc ça impacte les pêcheurs de coquilles Saint-Jacques aussi. Je ne parle pas de celle qui est chez nous et des problèmes avec les Anglais en ce moment, mais c'est une étude sur les coquilles Saint-Jacques américaines. Je pense que ça, c'est important de se le rappeler aussi. Hein. Ne focalisons pas les espèces, c'est le thermomètre qui permet de voir que ça ne va pas bien, mais derrière, c'est bien plus grave que seulement une disparition d'espèces aussi, quelque part. Alors, merci pour cette transition parfaite. Juste non, un tout petit mot, ne croyez pas non plus que ce sont les plus rares qui disparaissent en priorité. Des espèces ultra communes, ultra banales peuvent très bien disparaître. Hein. Les pigeons américains, c'est un bel exemple. Et qu'est-ce qu'on voit sur les champs agricoles français en ce moment? Oiseaux banals, très communs, l'alouette des champs, le moineau domestique qui sont en train de partir. Hein. Donc je disais, très bonne transition. Donc Christophe Aubel, vous nous avez envoyé des vidéos qui ont été réalisées par l'Agence française pour la biodiversité. Donc il y en a une justement sur les requins. Est-ce qu'on pourrait la voir maintenant ? Alors, le requin mange la raie, mais la raie mange les coquilles Saint-Jacques. Retirez le requin de l'équation, alors la raie n'aura plus de prédateurs et fera une surconsommation de coquilles Saint-Jacques. Adieu, mère nourricière et poêlée de Saint-Jacques. Donc, sous ces airs de faux dur, le requin est un vrai bienfaiteur des océans. Préserver la biodiversité, c'est aussi nous préserver. On en a une deuxième sur la biodiversité des sols. Je pense que ça vaut le coup qu'on la regarde aussi. Elle est très courte. Est-ce qu'on peut la voir ? Quand on creuse un peu, rien n'est plus vivant qu'un sol. Il y a plus d'êtres vivants dans une poignée de terre que d'êtres humains dans le monde.
Micro-organismes invisibles à l'œil nu, fourmis, vers de terre, scolopendres, un véritable écosystème qui creuse, gratte, broie, aère, transforme, humidifie et fait même du recyclage en décomposant les feuilles mortes. Tout ce beau monde travaille sans relâche pour rendre nos sols fertiles et nous nourrir sainement, filtrer notre eau et épurer notre air en stockant le CO2. Si ça, c'est pas en avoir sous le pied, on sait pas ce que c'est. Préserver la biodiversité, c'est aussi nous préserver. Christophe Aubel, pourquoi on a autant de mal à comprendre que nous sommes la biodiversité? C'est peut-être que M. Maffezoli nous a ouvert des pistes tout à l'heure quand il a rappelé ce qui s'est passé depuis Descartes et ce dualisme nature-culture. Moi, je pense qu'il y a une part de ça, en tout cas, encore une fois, dans nos sociétés occidentales, parce qu'il y a d'autres peuples ailleurs qui pensent différemment. Je pense qu'il faut s'en souvenir et peut-être aller voir d'ailleurs ce qu'ils vont nous apprendre là-dessus. Parce que quand on dit qu'il y a la nature d'un côté et les humains de l'autre, derrière, c'est... on pourrait remonter aussi à des choses sur les religions, mais on peut la dominer, on peut la maîtriser, voilà, et ça peut expliquer tous les comportements qu'on a derrière. Et donc, moi, c'est ce que je trouve intéressant, et on a fait un sondage, nous, sur les Français et la biodiversité, et dans le sondage qualitatif, c'est intéressant de voir comment, quand on dit nature aux Français, ils sont toujours là-dedans. Oui, c'est sympathique. En gros, c'est ça qu'ils nous disent, c'est sympathique, mais c'est pas nous, on n'est pas dedans. Alors que sur le mot biodiversité, alors même s'il y a une espèce de mélange avec environnement, mais ils font le lien sur le fait que ça concerne aussi leur vie. Et moi, ça, je pense que c'est important de le faire, parce qu'encore une fois, d'abord, ça change le regard. Et puis, je voudrais aussi insister sur le fait que, parce que quelquefois, on dit, quand on est dans cette entrée des interactions, le fait que les humains dépendent et que la nature, elle nous rend aussi des services, on est dans de l'utilitarisme. Moi, je dis qu'on est dans de l'éthique aussi. Parce que se dire, nous sommes une espèce vivante parmi les espèces vivantes, c'est aussi une question éthique qui nous repositionne différemment. Quand on parle de biodiversité, ça renvoie à la diversité. Peut-être que si on comprend mieux et qu'on admet mieux la biodiversité des non-humains, on comprendra et on admettra aussi mieux la diversité parmi les humains. Ça renvoie au double thème de Climax. Et donc, je pense que voilà. Et encore une fois, en tout cas, se porter, c'est ce qu'on a voulu faire avec ces petits films, et on va continuer là-dessus, le fait qu'on est dedans, on est concerné, notre avenir en dépend, et pas que notre avenir, en réalité, ça commence déjà maintenant, c'est extrêmement important, et peut-être ça nous aidera à sortir de ce dualisme. Je pense qu'il faut aussi chercher, et là-dessus je renvoie à des travaux d'écologues, de sciences humaines ou de psycho-écologistes, une thématique qui se développe, quels sont les ressorts qui font qu'on bascule, qu'on bouge et qu'on change. Parce que je pense qu'il faut aussi se rappeler, et ça renvoie à la démission de Nicolas Hulot, qu'une fois qu'on a dit oui, la biodiversité c'est important, il faut la protéger, il faut faire avec, etc., ça veut dire plein de choses. Ça veut dire plein de choses sur notre modèle de société. Et là, on a tous nos propres contradictions, très certainement. Et donc, quels sont les ressorts? Tu as parlé de la résilience des gens qui avaient subi des traumatismes. Il y a Anne-Caroline Prévost, pour ne pas la citer, en train de travailler un papier qui essaye de faire le parallèle, justement, où les médecins ont montré ce qui se passait dans la tête des gens en matière de résilience après un traumatisme, ou quand on a une maladie grave, et il y a des phases comme ça, dont celle du déni, dont celle de la colère, et puis à un moment on rebondit. Il y a peut-être des choses à en tirer sur notre rapport à l'environnement aussi. Comment on sort de la colère ou du déni, parce qu'il y a une part de déni, pour rebondir et agir. Jean-David Abel, vous vouliez compléter? Oui, compléter, simplement prolonger peut-être juste ce que dit Christophe, en disant que notre difficulté, c'est que là, cette résilience-là, elle demande à la fois des changements individuels, mais aussi des changements collectifs. Et c'est l'articulation des deux qui pose question. En fait, pendant un siècle et demi, en tout cas dans le monde occidental, le progressisme, les développements scientifiques, technologiques, la consommation, la croissance économique ont occulté la vulnérabilité de notre habitat et en fait de l'habitat qu'on partage avec d'autres espèces. Et ce qu'on a à construire, à inventer, c'est une autre manière d'habiter la planète et de cohabiter avec le reste du vivant. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui à la fois ressort de l'éthique, ce dont on vient de parler, et qui est très très important, notre rapport, mais aussi d'action collective, de politique publique, de prise de conscience et de passage à l'action publique. Et c'est cette articulation des deux qui fait que, on va en parler peut-être un peu plus après, il y a une grande difficulté pour les individus qui voient en même temps tous ces constats scientifiques. On voit ponctuellement, enfin d'ailleurs les gens disent, mais quand j'étais petit, il y avait des hirondelles, les papillons, ils sont où, etc., etc. On a ça plein. On voit les appels des scientifiques, on voit les journaux télévisés, et puis on voit en fait que les décideurs politiques
ne font pas, ce n'est pas leur priorité. Leur priorité, c'est la croissance économique, c'est des décisions de court terme, c'est une réélection, etc. Il y a une schizophrénie majeure, une dissonance cognitive, comme on dit, qui sidère, quoi, hein, qui produit de l'incrédulité, qui produit de la confusion et un sentiment d'impuissance. On est là, on sait, il faut faire. On parle biodiversité, on pourrait parler climat, etc. Et on voit que les priorités des gens qui nous gouvernent, qui sont là pour générer l'intérêt général, avec des experts, avec de la raison, ne font pas ça. Donc on dit une chose, on en fait une autre. Et les individus, renvoyés à leur sphère individuelle, de parents, de consommateurs, disent, mais en même temps, je suis responsable, je suis co-responsable, et qu'est-ce que je peux faire? Ça produit, pour moi, c'est une des grosses difficultés sur le passage à l'action individuelle et collectif. C'est cette espèce de schizophrénie dans laquelle je pense que c'était bien dit en introduction, hein, entre l'avant et l'après, le prochain horizon n'est pas encore là, le prochain récit n'est pas encore là, les prochains actes concrets qui s'inséreraient dans un chemin de changement ne sont pas là. Et on le voit bien, nous, dans toutes les actions de nos associations, il y a à la fois une attractivité, il y a une recherche de sens, les gens, les jeunes, tout le monde est là, très fort, et en même temps, énormément de questions sur, mais finalement, les collectivités, elles font quoi? Le gouvernement, il fait quoi? On était au sommet du climat il y a 3 ans, et il s'est passé quoi depuis en France sur les politiques publiques, sur l'agriculture, sur les transports, sur l'innovation thermique, pour réellement se mettre dans ce mouvement-là? Gilles Boeuf, vous voulez... Juste pour achever de vous convaincre sur le fait qu'on est dedans. Alors, la biodiversité, on l'imagine dans les forêts tropicales ou sur les récifs coralliens. Cette nuit, je suppose que vous avez dormi dans un lit. Et mon histoire, que ça marche, que vous dormiez tout seul ou à deux, ça marche, mon histoire. Tous les matins, dans un lit humain, chez les garçons et chez les filles, il y a entre 1 et 2 millions d'acariens par lit. Ça grouille de partout. Alors, quand vous les regardez, c'est horrible, ça a des épines, des poils, des machins. Qu'est-ce qu'ils mangent? Toutes les humeurs qu'on a dans un lit humain, vos poils, vos cellules de la peau qui sont desquamées, vos cheveux. Et si vous ne dormez pas là, ils vont ailleurs, les acariens. Vous avez plus de relations intimes avec chacun de votre lit qu'avec votre copine, finalement. On est dedans, on ne peut pas échapper à ça. Quand on fait Tara Océan, entre 2009 et 2013, on revient avec 600 000 séquences d'ADN de la surface de l'océan. Plus de 30% des gènes de ces petites cellules végétales qu'est le phytoplancton sont les mêmes que chez nous. On a la moitié de nos gènes, plus de la moitié en commun avec la mouche. Oui, c'est comme ça. Avec un petit ver du sol, un petit nématode, donc qu'on admette cette communauté. Alors pour aller encore plus loin par rapport à ce que dit à l'instant, un chimpanzé, c'est 98% de gènes en commun, et on est très différents des chimpanzés, on n'est pas pareil. Donc c'est pour ça que dès le moment où on admet qu'on est dedans et qu'on en fait partie, pour une espèce qui s'est elle-même appelée sapiens, c'est un peu con d'aller l'agresser, parce qu'on s'auto-agresse soi-même en permanence. Et ça, il faut le dire aux enfants. Je termine sur une histoire terrible que j'ai lue l'autre jour. 15% de nos gamins aujourd'hui, parce que les parents leur disent que c'est dangereux, ne marchent plus jamais pieds nus dans l'herbe, ou ne marchent plus pieds nus sur une plage de sable. Comment voulez-vous réharmoniser l'humain avec cette nature si on a tel comportement? Et ma dernière remarque qui me rend fou, je lisais l'autre jour que des gamins français, je ne sais pas comment on les a éduqués, font 2 nuits de queue sur un trottoir pour acheter le dernier modèle d'iPhone. Voilà. Et bien ça, c'est sûr qu'on est sur un éducatif qui ne marche pas du tout. Est-ce qu'on a déjà été capable, enfin vous en avez pas un petit peu parlé, Jean-David, tout à l'heure, est-ce qu'on a déjà été capable de mettre en place des mesures efficaces pour soutenir la biodiversité? En fait, on sait faire. Oui, Jean-David a évoqué tout à l'heure, mais on pourrait prendre les exemples des poissons, par exemple. C'est-à-dire que dans les années 50, dans la Seine, en Île-de-France, il restait de mémoire 8 ou 9 espèces de poissons. Dans les années 90, on était à une quinzaine, et la dernière pêche, en juillet dernier, c'est 42. Voilà. Donc ça veut dire, alors après, ça ne règle pas tout, hein, parce que ces poissons, ils sont peut-être aussi un peu pleins d'un certain nombre de micropolluants plastiques, ou je ne sais pas. Et ça, c'est dû, et je pense que c'est important de le rappeler, à une directive cadre européenne. C'est-à-dire que c'est aussi facile, et tu l'as dit aussi tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que ce qui marche, ça peut être des actions de gens, on restaure un endroit, c'était en Argentine, Buenos Aires, et puis tu l'as dit aussi, ça peut être aussi des mesures juridiques à certains moments. Il y a aussi des politiques publiques qui marchent. C'est-à-dire que je pense qu'il faut aussi avoir ça en tête. La directive cadre sur l'eau, c'est un texte européen, on n'est pas encore au bon état écologique des eaux, et on ne sera peut-être pas à la cible qu'on s'est fixée, mais elle a aussi eu des résultats, la qualité des eaux s'est améliorée, les poissons en témoignent. Donc oui, on sait faire des choses, encore une fois. Mais moi, j'insiste sur le fait que ce qui est derrière quand même, encore une fois, c'est un changement de modèle. C'est-à-dire que
il faut qu'on arrive, et M. Maffezoli, moi j'ai envie de revenir sur le mot transition, on parle souvent de transition. Moi, je suis assez d'accord sur le fait que c'est en train de bouger, ça bouge parce que Climax se passe, par exemple. Et Climax, c'est pas que ces 3 jours, vous l'avez rappelé dans l'introduction, Julia, avec le t-shirt. Il y a l'agriculture bio qui augmente, il y a des gens qui se mobilisent. Il y a des politiques publiques qui marchent, donc ça veut dire qu'il est en train de se passer quelque chose, mais il faut aussi sans doute qu'on accepte que quand on parle de transition écologique, on ne sait pas bien où on va atterrir encore. Et ça, on a un petit peu de mal parce qu'on est peut-être un peu cartésien, on a envie de se dire, je suis là, je suis au point A, je suis au point B du progrès, là. Là, on rentre dans quelque chose qui est un peu mouvant, il faut vraiment, on s'imprègne du fait qu'il faut changer de modèle, on n'a pas les réponses à tout, c'est aussi une question de démocratie, comment tout ça, on arrive à le mettre en place. Et donc, moi, je suis aussi d'accord. Enfin, on ne peut pas seulement renvoyer au fait que les décideurs sont à la traîne. Ils sont à la traîne avec une part de la population, mais quand une des ministres, et ce n'était pas la plus mauvaise, Madame Joanneau, par exemple, que tu connais, elle disait moi, quand je suis en campagne électorale, j'ai plus de gens qui me demandent des routes et des ronds-points que des trams vertes et bleues. Ce n'est pas complètement faux non plus. Et donc, je pense que c'est vraiment tout ce travail-là qu'on a à faire chacun individuellement. Et ça passera à la fois par une mobilisation de la société, les alertes des scientifiques, et puis derrière des décideurs qui devront entendre, mais plus, et en tout cas c'est le challenge que se donne l'agence, essayer d'établir le dialogue avec nos concitoyens pour que la demande sociétale, elle soit plus forte sur ces sujets. Jean-David ? Peut-être nuancer une chose que tu viens de dire, c'est que je suis vraiment d'accord fondamentalement, mais le problème c'est qu'on a besoin d'un changement de braquet, clairement, dans la société, chez les acteurs économiques, chez les acteurs politiques, chez nous tous, effectivement, les collectivités, etc. Mais on a besoin aussi d'un nouvel horizon, d'un nouveau modèle. Je crois que la question qui a été beaucoup posée au moment, juste autour de Hulot, sur système économique, pas système économique, la question, à mon avis, elle n'est pas tellement là. On n'a pas de système planifié, socialisé, qui soit parfait, qui serait meilleur. On a par contre, dans un autre modèle, des possibilités de régulation, de précaution, d'adaptation très fortes, beaucoup plus fortes. La question quand même, Christophe, c'est que la résistance au changement, c'est aussi des intérêts, on en a beaucoup parlé avec le départ de Nicolas, c'est des lobbies. Enfin, je veux dire, il y a des intérêts concrets, matériels, immédiats, qui agissent. Ce n'est pas que des gens qui demandent des ronds-points et qui disent... C'est vrai, aux collectivités, tiens, il y a des herbes là dans la rue parce que vous ne mettez plus d'herbicides, c'est sale, etc. C'est vrai qu'il y a ces résistances-là. Mais il y a quand même d'abord massivement, au niveau de l'État, du Parlement et du Parlement européen, des intérêts économiques, matériels qu'on connaît. Enfin, ce n'est pas le lieu de venir là-dessus, mais je pense que c'est important. Et là, effectivement, il y a aussi du rapport de force. Et c'est vrai que la société civile a un rôle à jouer dans ce sens-là. Après, ce que dit Chantal Joanneau, c'est très vrai, c'est vrai pour tout le monde, pour le moindre élu à Bordeaux, qu'il y a des demandes contradictoires des habitants, des citoyens, mais le rôle d'un élu et le rôle d'un politique, c'est aussi de dire, non, le rond-point, il passera après la restauration de tel truc ou la préservation de telle zone humide, et de l'expliquer. Si on dit qu'on est à la remorque de l'opinion générale, évidemment, on va retourner rapidement aux années 60 et au modèle croissanciste qui nous a fait tant de mal. Au début de l'été, il y a Nicolas Hulot qui a présenté son plan pour la biodiversité. Christophe Aubel, est-ce que peut-être vous pourriez nous en présenter les grandes lignes ? Alors oui, bien sûr, je prends mes notes quand même parce que c'est un plan, c'est le plan biodiversité préparé en fait par Monsieur Hulot et endossé en comité interministériel. Ça veut dire que c'est le plan du gouvernement. Et peut-être par rapport à la question, mais Nicolas Hulot n'étant plus là, est-ce que ce plan existe encore ? La réponse est oui, puisqu'il a été endossé en comité interministériel. Donc c'est un plan qui est, alors en précisant aussi que c'est le plan qui est porté par le ministère de l'écologie, pas par l'Agence française pour la biodiversité, donc on sera très investi sur certaines de ces actions, pas sur l'ensemble. Il y a 6 axes autour de ça. Le premier, en essayant de ne pas être trop techno, il tourne autour de la reconquête de la biodiversité dans les territoires. Le gros axe qui est derrière, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, comment on lutte contre l'artificialisation des sols. Voilà, donc avec l'idée, l'objectif affiché de 0 perte nette, stopper l'artificialisation d'ici à 2025. Voilà, donc ça c'est le premier axe. Il y en a un deuxième sur l'économie avec pas mal de choses sur les pollutions, et on peut citer notamment un objectif fort sur le rejet plastique dans l'océan, et avec la décision pour la France d'interdire au niveau national dès 2020 les pailles
et les mélangeurs à usage unique. Alors ça paraît accessoire, mais je renvoie à la dernière loi biodiversité est en train d'interdire les cotons-tiges en plastique. C'est des tonnes de déchets. Et puis il y a surtout la volonté qu'avec l'Europe, il y a une interdiction d'usage de produits plastiques. Climax est exemplaire, mais moi je fais encore des colloques où devant nous on a des verres en plastique, par exemple, et on sait le problème. Donc sur la pollution et la mobilisation des entreprises, un axe sur la protection des milieux des espèces, là on est sur des actions très concrètes, hein. Un plan pour les cétacés par exemple contre la collision dans les eaux françaises entre les cétacés et les bateaux, c'est la création d'un parc national ou de réserves naturelles, une vingtaine de réserves naturelles d'ici à 2020. Il y a un gros axe, et on sera très investi sur l'éducation et la sensibilisation, avec l'idée de mettre en place des séjours nature pour tous les enfants de 5e, par exemple, qui est annoncé, et puis de fournir à toutes les écoles de France un outil pédagogique sur la biodiversité. C'est aussi les aires marines éducatives, qui est un concept que nous développons. Une aire marine éducative, c'est confié à une classe. On est en train de développer les aires terrestres, je le précise. Sur un espace, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est à la fois découvrir le milieu marin, mais aller plus loin que la seule découverte, parce que trop souvent, j'ai été instituteur 20 ans, moi, on a limité l'éducation à l'environnement à la découverte de la beauté de la nature. Et là, l'idée de l'aire marine, c'est aussi de leur poser la question, mais dans cet espace, qu'est-ce qu'on peut y faire? Si on y fait ça, qu'est-ce qui se passe? Pour illustrer que ça peut marcher. En Martinique, il y avait une aire marine éducative comme ça, portée par les enfants. Et puis, il y a des gens qui veulent organiser une course de moto-mer, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, de jet ski, c'est ça? De jet ski. Et là, les élèves se disent, mais comment ça, une course de jet ski de notre aire marine éducative, c'est pas possible. Au final, c'est l'inspectrice d'académie qui a écrit aux organisateurs pour relayer la demande des enfants et la course n'a pas eu lieu. Et donc, je trouve que c'est intéressant de les positionner. Certains diraient que c'est une écologie positive, mais sauf que les enfants, ils sont créatifs. Et donc, ils disaient, on veut bien que vous la fassiez, mais ailleurs, il faut trouver un endroit où il y a peut-être moins de choses, etc. Voilà. Et puis, un axe, enfin, sur la consolidation du droit, c'est l'idée de la réforme constitutionnelle, notamment, et de mettre la biodiversité et le climat au début, la question des financements. Alors, quelques autres actions concrètes, hein, il y a l'idée de lancer une démarche de 1000 territoires engagés pour la nature avec des collectivités territoriales. Il y aura une grande campagne de communication, alors de communication-action, c'est-à-dire à la fois sensibiliser au sujet, mais aussi essayer de porter le fait qu'on peut agir en 2019, une réglementation pour lutter contre la pollution lumineuse, et puis une mesure que moi je trouve intéressante, mais il faut évidemment qu'on arrive à bien la mettre en place, de travailler avec 4 filières économiques, l'agroalimentaire, le bâtiment, l'énergie et la chimie, pour limiter leurs impacts sur la biodiversité. Vous voyez qu'il y a du lourd là-dedans. Donc voilà. Alors encore une fois, ce plan, il reste à le mettre en œuvre, à le porter. On va pas... Il y a un plan biodiversité, puis en même temps, il y a d'autres politiques qui ne seront pas toujours cohérentes. On le sait bien, on est là-dedans, c'est ce que disait Nicolas Hulot. Voilà, mais il y a cette volonté affichée, on va essayer de... En tout cas, nous, on se engagera avec détermination pour la réussite de ce plan. Gilles Boeuf, moi, votre réaction, elle m'intéressait sur ce plan biodiversité. Est-ce qu'il vous semble assez suffisamment ambitieux, réaliste par rapport à la situation qu'on est en train de vivre? C'est ambitieux, c'est clair, pour un scientifique, pour un écologue. Réaliste, ben oui, on fait de la réelle politique. On me disait en fait récemment, pourquoi est-ce qu'en France, il y a un sentiment global, naturaliste, qui monte, écologiste, et que ces mouvements écologiques n'ont jamais fait aussi peu de points en France, hein? Je leur avais dit, le jour où les écologistes seront des écologues, avec eux, ça changera tout. Je pense qu'il y a un manque de maturité scientifique aussi à ce niveau-là. La France a été classée récemment au monde comme la 2e école mondiale d'écologie après Oxford en Grande-Bretagne. Donc on a d'excellents chercheurs dans l'Hexagone. Comment est-ce qu'on répercute leurs travaux sur l'aménagement? Et pour ça, l'agence a un rôle très important. C'est vrai qu'on a un conseil scientifique. On n'a pas de conseil scientifique, hein, mais c'est comment on arrive à récupérer ça dans un monde actuel qui nous détruit, qui est le monde des fake news. Hein, vous lisez en ce moment que vous êtes plus malade en vous vaccinant que par la maladie infectieuse. La Terre est plate, ça revient. Le climat ne change pas, ou s'il change, l'humain n'est pour rien là-dedans. Tous les jours, c'est comme ça, tous les jours. Donc on a créé une revue, qui ici est emblématique à Bordeaux, qui s'appelle The Conversation. Abonnez-vous, ça ne coûte rien du tout, c'est génial. Il y a je voyais ce matin 1929 scientifiques qui ont accepté en 3 ans d'écrire contre les fake news. Tout type de domaine, hein, sur le harcèlement sexuel, sur l'écologie, sur l'usage de matériaux. Rappelez-vous, je me suis vraiment fâché il y a quelque temps dans la campagne de la RATP dans le métro contre l'agression des femmes. Il y avait soit un requin, soit un loup, soit un ours. D'abord, on leurre les femmes. Le seul ennemi des femmes, c'est le mâle d'Homo sapiens. C'est ni le loup, ni l'ours, ni le requin.
Et on s'est battu, on a gagné notre procès. Ça a coûté 1 million d'euros que l'agence Havas a touché pour qu'on retire ces affiches du métro. Tout est comme ça, en fait. Parce qu'on m'a dit, tu comprends, on ne peut pas mettre un homme sur l'affiche parce que ça serait... Alors qu'on met des femmes partout. Hein. Donc vous voyez qu'il y a quand même un problème entre les garçons et les filles aussi. Donc c'est ça, aujourd'hui, c'est comment on arrive à utiliser ces connaissances parce qu'il faut que ce soit science-based. Il y a trop de conneries, excusez le terme, hein, sur Internet, sur ces questions environnementales. Donc il faut revenir... En plus, la France a les outils pour le faire. Aujourd'hui, et c'est la question, c'est comment est-ce que le monde politique s'en empare et le monde de l'entreprise. On n'en a pas parlé encore. J'étais aussi le 10 juillet avec Nicolas Hulot. On était au rond-point de Longchamp. Et là, 100 entreprises françaises majeures s'engageaient pour la biodiversité. Bon, vous me direz, peut-être que ce n'est pas très important, c'est du greenwashing. Ça existe. Il y a 10 ans, on n'aurait jamais inventé. J'étais au MEDEF, mardi dernier, un écologue, devant 7000 patrons pour parler de ces questions-là. Et le thème, c'était « sale temps pour la planète ». Alors j'aurais dit « sale temps pour les humains sur la planète ». Elle s'en fout, la planète. Hein. Donc, mais il m'invite quand même. Et donc, Hulot a eu un très beau mot à ce moment-là, parce qu'il avait des soucis, il n'avait pas encore dit qu'il partait. Et il dit ce matin, il y a eu un lapsus du Premier ministre qui était assez fantastique, qui présente Nicolas Hulot et qui dit « Monsieur Nicolas Hulot, ministre d'État de l'écologie solitaire ». Alors, il y a eu un énorme éclat de rire, 5 minutes de blanc, et c'est reparti. Et il a dit, bon, je me sens un petit peu moins seul maintenant que j'étais auparavant. C'est tout ça, en fait. Je pense que c'est succession, en fait, de réflexion, d'organisation. Mais c'est vrai que, comment est-ce que le monde change? Je terminerai là-dessus. Moi, je suis un biologiste et je fais des sciences de l'évolution. Depuis que la Terre tourne, c'est clair que les espèces se sont adaptées au changement. Toujours adaptées. La résilience qu'on évoquait tout à l'heure, elle s'adapte par l'innovation, par la créativité, l'inventivité, des termes qui intéressent les entreprises. Mais jamais aucune espèce ne s'est adaptée sans changer. Et on ne change toujours pas, nous. Voilà pourquoi ça ne marche pas. On change, mais peut-être pas assez vite. Petit pas. Toutes les problématiques des petits pas. Je peux dire un mot là-dessus? Oui. Souligner quand même le côté positif du fait que le plan existe et qu'il soit interministériel. Ça veut dire en fait que pour ce gouvernement, même s'il manque clairement de courage et d'ambition en la matière, c'est quelque part un passage obligé. Comme le disait Gilles à l'instant, il y a 10 ans, il aurait pu s'en passer complètement. Il le fait, voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre d'éléments concrets. Christophe en a détaillé un certain nombre qui, avec les collectivités, avec nous, avec tous ceux qui voudront bien, je pense qu'en tout cas, nous, on va s'engager très fortement pour que les choses deviennent le plus concrètes et opérationnelles possible. Donc, au moins de temps, toutes les perches qui sont tendues, tous les espaces de progrès, on va les prendre. Et en même temps, la difficulté, c'est que dans ce plan, il y a toute une série de choses sur les enjeux importants qui restent au niveau des intentions, des objectifs, et que surtout, il manque de moyens. Enfin là, Christophe ne veut pas le dire, moi je le dis très tranquillement. Ce gouvernement trouve des milliards lourds pour toute une série de choses partout, tout le temps. Et là où il faut, on n'est pas en train de chercher des milliards lourds, on n'est pas en train de chercher un porte-avions, 2 porte-avions. On est en train de chercher des millions, des centaines de millions, certes, pour les territoires, pour les collectivités, pour faire bouger les entreprises, pour les agents de l'État eux-mêmes qui ont besoin, qui sont en réduction d'effectifs sur un certain nombre de choses. Et là, vraiment, on voit que le gouvernement, le compte n'y est pas, quoi, clairement. Hein. Il y a un joli catalogue qui reprend en plus des choses qui pouvaient être faites dans d'autres départements ministériels, dans d'autres secteurs ministériels, mais le compte n'y est pas. Donc, quelque part, moi je dirais, il y a une bonne nouvelle, il y a du bon, et on va faire tout ce qu'on peut pour que ça débouche. Et en même temps, il y a quand même un gros coup de semblant. Nicolas Hulot n'en était absolument pas dupe, hein, malheureusement. Mais ça ne veut pas dire, je ne dis pas ça du tout pour nous décourager et vous décourager. Il faut qu'on fasse tout ce qu'on a à faire. C'est vraiment la problématique des petits pas dont parlait à l'instant Gilles. Mais en même temps, ces petits pas, ils doivent nous permettre d'ouvrir des espaces pour demain vraiment aller vers des choses plus ambitieuses, plus opérationnelles, plus efficaces sur le terrain. Il y a une anthropologue américaine qui a dit que ne doutez jamais du fait qu'un petit nombre de gens réfléchis et engagés peut changer le monde. En vérité, c'est toujours ainsi que le monde a changé. Donc je pense que c'est aussi important de se rappeler de ça, y compris pour faire avancer ce type de plan. Je vous propose de passer aux questions du public. Michel Maffezoli, je vais vous proposer de revenir sur scène avec nous. Et puis on a 20 minutes, 20 bonnes minutes devant nous pour prendre vos questions avant d'enchaîner sur la conférence suivante. On a 2 bras qui se lèvent par là, il y en a là. Bien sûr.
Bien sûr, je vous propose de réagir à tout ce qui a été dit, peut-être, excusez-moi, avant qu'on prenne les questions. Oui, 5 minutes, c'est ce que vous m'aviez proposé. En tout cas, moi, j'ai trouvé passionnant ce débat. En général, je fuis, je ne vais pas dans les colloques parce que je les trouve fort ennuyeux. Je suis venu à cause de Fédou qui m'a imposé de venir. Mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup appris en vous écoutant tous ici. Et c'était bien plus intéressant. Moi, je suis ni scientifique, ni politique. Mais en tout cas, je ferai mon miel de tout cela. Juste 2 mots. Cette idée de résilience, il faut oublier que ça vient de la perspective nietzschéenne, ce qui ne tue pas rend fort. Et là, c'est encore une fois l'importance de quelque chose dont on a peur en France, puisqu'il y a eu très peu de philosophes, à part Bergson ou Merleau-Ponty, qui aient été attentifs à cela, le vitalisme. Et le vivant, tel qu'en parlait Monsieur Boeuf, moi, me paraît important. C'est ça la question essentielle, véritablement. Alors, cela dit, on est en train de changer. Ce à quoi il faut être attentif, c'est un changement de paradigme. Quand Thomas Kuhn parlait du paradigme, dans Structure de révolution scientifique, il donnait une métaphore. Le paradigme, c'est une matrice. Les conditions sont là pour que naisse la vie. Mais une matrice, ça peut être fécond ou ça peut devenir infécond. Et dans le fond, ce qui me paraît important, ce que l'on a entendu tout ce matin, c'est que la matrice moderne a fait son temps. Et c'est là où je ferai une petite nuance par rapport à tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Je crois qu'il ne faut plus agir. C'est-à-dire que, dans le fond, ce qui a été, encore une fois, le fondement de cette tradition judéo-chrétienne, c'est l'Éden qui est donné à cultiver. Et après, quand Descartes dit l'homme maître et possesseur de la nature, c'est l'action. Moi, je dirais que c'est la paranoïa, l'action. C'est-à-dire le truc, attendez, le truc dû au paranoïen, non mais j'exagère, hein, je caricature. Hein. Non, mais excusez-moi, je caricature. Mon propos, je caricature, je sais que c'est une caricature. Hein. Mais après tout, il faut bien forcer le trait un peu. Après, ce que je dis, ça sert à rien. Moi, je suis un rêveur, de toute façon, c'est pas bien grave. Les politiques et les scientifiques continueront d'exister. Mais permettez-moi de dire que c'est le fait d'agir qui a abouti à la dévastation. C'est ça l'utilitarisme, c'est vous qui parliez de l'utilitarisme. Heidegger montrait comment cet utilitarisme était devenu une ustensilarité. C'est-à-dire on considère la nature, les autres, comme des ustensiles de cuisine que je peux manipuler, manœuvrer, que j'ai à la main. Voilà. Alors c'est pour ça que, alors je dis bien, il faut pas m'écouter, mais d'une certaine manière, cesser d'agir ne serait pas une mauvaise chose. Et alors 3 mots que vous avez employés, hein, M. Abel. Le mot déprise, ça c'est important. C'est faire avec. Et cette idée de faire avec, oui, c'est ça, le getigno, le petit geste, la combinazione, le faire avec, le système, le bricolage, dirait Lévi-Strauss. Ben, c'est se faire avec, ça veut dire qu'il y a quelque chose en face de soi que je ne peux pas simplement dominer, voyez. Et c'est cela le vivant dont on parlait. Moi, je trouve que c'est le vivant avec lequel il faut faire avec. C'est le vitalisme dont on a peur et qui, pour moi, est la chose importante. Alors, une des manières de ne pas agir, et c'est quelque chose qui nous fait peur, cela, c'est l'idée de limite. Chez les Romains, la détermination, la détermination, en logique on a traduit ça, détermination, c'était tout simplement la borne qui délimitait un champ. Et le fait qu'il y ait une borne faisait qu'il y avait du blé et pas l'indéfini du désert, en quelque sorte. Donc, vous voyez, c'est ça. On n'a pas ce sens de la limite. C'est ce qui a été la performativité du modèle occidental. C'est clair. Thomas Kuhn le dit, via recta, droit au but. Et pour aller droit au but, on a laissé sur le bord de la route toute une série d'impedimenta inutiles, hein, des bagages qui alourdissaient la marche, le rêve, la sensibilité, les affects, machin chose. On a été droit au but via recta et droit dans le mur. Et donc on est en train, en quelque sorte, de reprendre ces bagages, ces impedimenta qui alourdissaient la marche. C'est ça la limite. Le mot borne, c'était un dieu romain qui a fait longtemps concurrence à Jupiter. Et les Romains ont mis du temps pour le mettre sur le Capitole, pour l'évacuer du Capitole. Mais en fait, c'était important qu'il y ait cette borne. Voilà, il faut revenir à la borne, il faut revenir à bien des égards à la limite. Alors, moi, je suis sensible au fait que, je disais instinct. Regardez comment nos gosses se comportent, qui vont éteindre instinctivement l'électricité.
fermer le robinet d'eau, etc. Ça, c'est pas du baratin, ça, c'est des gestes instinctifs. Et pour moi, c'est cela qui me paraît important. Vous voyez, je crois que c'est pour ça que personnellement, je ne crois pas au pouvoir, quel qu'il soit, et je pense plutôt à la puissance de base. La puissance qui vient en quelque sorte du bas, et les pouvoirs, bien sûr, on en est plus ou moins protagonistes, mais à mon avis, ils sont actuellement saturés. Et votre micro C'est le dernier mot. Vous m'avez fait venir. Vous mettez le micro sous sinon on ne vous entend pas. Non, mais moi, encore une fois, vous m'avez forcé à venir, hein, c'est vous. Hein. Ce matin même, j'étais dans mon hôtel tranquille. Enfin, donc, je lisais déjà. J'ai dit tout à l'heure Élisée Reclus. Élisée Reclus, géographe, franc-maçon, théoricien de l'anarchie, etc. C'est lui qui emploie le mot ingré. Ingré, hein, une énergie dedans. Et il avait une belle idée. C'était un théoricien de l'anarchie. Il disait l'anarchie, c'est l'ordre sans l'État. Voilà ce qui me paraît être en jeu actuellement. C'est pour ça que je ne crois pas à l'État. Merci beaucoup. Allez, il nous reste 20 minutes. C'est pas mal quand même pour prendre vos questions. Donc on va démarrer tout de suite. Là, je vois des bras qui se lèvent. Je propose qu'on prenne 3 questions d'affilée. Et comme ça, on... J'ai un micro, ok. Super. Oui, bonjour. Donc Frédéric Plénard, je suis citoyen. Et vous me posez pas la question, mais par rapport à Nicolas Hulot, je pense que sa démission, ça montre une seule chose, c'est la défaillance de l'État et l'impossibilité du pouvoir public à réagir par rapport à la situation actuelle. Moi, je suis citoyen, je suis président d'une association qui s'appelle Le Grand Secret du Lien, et on mène une recherche scientifique sur justement comment recréer le lien avec la nature. On est partenaire avec l'Agence française de la biodiversité, France Nature Environnement et plein d'autres mouvements partenaires d'éducation environnement. Et ce que je veux dire, c'est qu'on connaît les solutions. Aujourd'hui, par exemple, en termes d'éducation, on sait parfaitement que si on veut recréer le lien avec la nature, et on est en train de le démontrer dans notre projet, on a 50 enfants qui font 25 jours d'immersion dans la pleine nature dans 5 régions de France aujourd'hui, c'est par le sensoriel. Il faut arrêter toujours le mental, l'archimental, etc. Et la seule connexion, et pour donner du sens à l'éco-citoyenneté et à ce lien à la nature, on est en train de prouver aujourd'hui par notre recherche que c'est par le sensoriel et le sensible qu'on arrivera à recréer ce lien avec la nature. Et puis, dernière chose, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un état d'urgence assez important, et que la force et l'action, désolé monsieur le philosophe, mais l'action, il faut aller la chercher chez les citoyens et pas dans le pouvoir public. Il y a plein de choses à faire. Alors, il y a plein de citoyens qui agissent, il y a plein d'associations qui font des choses magnifiques. Ils ont l'énergie, ils ont le pouvoir, ils ont l'engagement. Qu'est-ce qu'on attend pour agir et pour entrer dans l'action? Il faut arrêter les discours, il faut arrêter tout ça. On connaît les solutions, appliquons-les et entrons dans l'action citoyenne. Merci beaucoup pour votre témoignage. On prend une question tout au fond. Oui, bonjour. Philippe Garcia, l'Association de défense des ressources marines. C'est une question qui s'adresse à Christophe Aubel tout particulièrement. Les chaluts de fond, c'est une technique de pêche qui est la moins durable possible. Elle permet des volumes de capture énormes, des rejets, des prises accidentelles accessoires. C'est le métier le plus accidentogène en France, plus grave que dans le métier du bâtiment. Il y a des investissements énormes, des marges faibles, peu d'emplois créés. Ça prend beaucoup trop de poissons, ça dégrade les fonds marins, c'est connu sous le nom de bulldozer de la mer. Ces chalutiers, ils ont été exclus par la loi française depuis presque 2 siècles de la bande marine littorale des 3000 pour toutes ces raisons. Les peines perdues, depuis l'après-guerre, les chaluts d'Arcachon, ils ratissent nos plages, là, chez nous, là. Et depuis quelques années, je dirais 23 ans exactement, ils le font au nom d'arrêtés préfectoraux dérogatoires qui s'enchaînent les uns après les autres. Malgré l'opposition frontale d'Ifremer, au nom, figurez-vous, de la biodiversité qui nous réunit aujourd'hui. Eh bien, figurez-vous qu'en janvier 2018, le nouveau préfet de région, fraîchement élu, le bon petit soldat, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prolongé pour 3 ans de plus cette
interminable agression de la biodiversité locale. Ceci dit, cette fois-ci, il devait prendre l'avis du parc naturel marin d'Arcachon. On aurait pu espérer, mais non. La totalité des gens qui sont à ce conseil de gestion sont nommés par le préfet. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'avis de ce plan naturel est favorable à l'unanimité. Et donc, je vous interroge, monsieur Aubel, Christophe Aubel, directeur de l'Agence française de biodiversité. Expliquez-nous les raisons d'espérer que nous avons sur ce cas particulier-là. Expliquez-nous le jeu de votre agence qui a prêté son concours à cet avis favorable. Expliquez-nous comment nous allons expliquer maintenant au tribunal devant lequel nous avons assigné le préfet, Didier Lallemand, qui dit « Écoutez, l'agence française, elle n'a manifesté ni son opposition, ni sa contestation de cet arrêté. » Merci. Merci. Pas de souci. On prend une dernière question. Ouais, ok. Bonjour, Laurent Debat, Association Planète Mer. Nous travaillons sur la biodiversité marine et littorale avec un programme de sciences participatives et par ailleurs, nous travaillons dans le domaine de la pêche. Ma question est très courte. Au moment de la démission de Nicolas Hulot, et peut-être même un peu avant, il a évoqué le fait qu'il avait l'impression que ses interlocuteurs au plus haut niveau de l'État ne le comprenaient pas. En fait, ne comprenaient pas les enjeux liés aux questions de biodiversité ou aux questions environnementales. Est-ce que vous ne croyez pas que l'un des enjeux à venir, c'est de former les politiques, les élites, ceux qui nous gouvernent, ceux qui effectivement vont être des chefs d'entreprise demain, parce que dans nos métiers de tous les jours, on a ce sentiment-là qu'on a des gens qui ne comprennent rien à toutes ces questions-là. Alors soit ils comprennent, et à ce moment-là ils sont d'un cynisme terrifiant, soit vraiment ils ne comprennent pas, et auquel cas, est-ce qu'il ne faut pas les former et vraiment inclure dans tous les programmes des très grandes écoles des programmes sur l'environnement, sur les questions de biodiversité, etc. etc. Merci. Merci. Finalement, j'ai l'impression qu'on a un peu deux fois la même question avec un cas concret. Qu'est-ce qu'on fait en fait pour former les politiques sur toutes ces questions-là et les faire prendre les bonnes décisions? Un mot sur le cas concret, puisque l'agence est directement interpellée. Et donc, je suis assez à l'aise dans la réponse parce qu'en fait, ce n'est pas l'agence qui a donné cet avis. Donc, je m'explique 2 minutes. D'abord, pour rappeler que les études que l'IFREMER fournit sur ces questions-là, elles sont cofinancées par l'agence. Donc, ça veut dire que ce que vous avez dit sur l'IFREMER, l'agence est partie prenante. Et donc, voilà, il faut avoir en tête ce qu'est un établissement public. Un établissement public, il peut donner une expertise. Alors, soit parce qu'il finance des programmes de recherche, c'est le cas avec l'IFREMER par exemple, et donc c'est sur la table. Il peut fournir une expertise quand il est interrogé, qu'on lui demande un avis. Et ça, c'est les pouvoirs publics ou l'autorité environnementale étant les gens qui donnent des avis sur les projets d'aménagement, par exemple, ils peuvent décider d'interroger l'agence ou pas. Hein, et donc là, on donne un avis. Et le conseil de gestion dont vous parlez, sur les parcs naturels marins, alors c'est vrai que là, on est dans une situation à la fois très imbriquée, très complexe, moi que je trouve intelligente, mais qui a ses limites. Un parc naturel marin, tous les agents d'un parc naturel marin sont des agents de l'AFB. Donc c'est vrai qu'un parc naturel marin, c'est l'agence du point de vue de son budget et du point de vue de des ETP qui sont dedans. Dans notre budget, le conseil d'administration de l'agence établit un budget et il dit il y a tant pour les parcs marins, il y en a tant par exemple pour celui du bassin d'Arcachon. Et puis ensuite, c'est une gouvernance locale qui pilote ce qui se passe dans un parc marin. Et ce n'est pas l'agence. Et le conseil de gestion dont vous parlez, c'est des élus locaux, des associations, des acteurs économiques, des usagers, et des marins. Et c'est eux qui donnent les avis du conseil de gestion. Et l'avis s'appelle l'avis du conseil de gestion du parc naturel marin. Ce n'est pas l'avis de l'agence. Pour le coup, dans le cas que vous citez, ils ont rendu leur avis. C'est leur avis. Et je me permets de dire qu'en l'occurrence, sur ce dossier-là, l'agence, elle n'a pas été saisie en tant que telle pour donner un avis, parce que les procédures réglementaires ne prévoient pas cela. Le préfet, je rappelle aussi que l'agence est un établissement public, donc il appuie les politiques publiques, mais ce n'est pas lui qui fait la loi. Il peut contrôler la loi, il contrôle, on fait beaucoup de police. Donc quand des gens ne mettent pas en œuvre la loi, on verbalise, mais ce n'est pas nous, encore une fois, qui écrivons les arrêtés. Donc voilà, je ne dis pas ça pour justifier ce qui s'est passé, je dis juste ça sur le rôle de l'agence et expliciter un petit peu ce que c'est. Voilà, alors après je conçois que c'est un peu complexe, hein, mais alors juste un mot quand même sur cette... Moi en même temps je trouve que c'est très intelligent, parce qu'il faut aussi avoir en tête que si les parcs naturels marins existent, et il y a quand même aussi plein d'endroits, et y compris à Arcachon, où ils font de bonnes choses, c'est parce qu'on a cette gouvernance locale. C'est-à-dire que si l'État était arrivé
en disant je fais un parc naturel marin, mais il n'y a pas les acteurs locaux, je pense qu'il n'y aurait toujours pas de parc naturel marin de créer. On sait combien on est en train de le vivre avec le parc de Feuilly de Plaine, qui va être créé, le parc national. Décision du Grenelle en 2007, on devrait avoir un parc naturel de Feuilly avant fin 2019. Vous avez vu le temps qu'il a fallu. Donc voilà, et bon voilà, encore une fois. Sur la question de formation des élus, on est en train de signer, c'est dans 8 jours, une convention de partenariat avec l'Association des régions de France, le réseau des agences régionales de biodiversité et l'AFB pour mettre en place un programme de formation des élus. Après, il ne faut pas non plus se méprendre non plus, hein, je pense que, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas seulement parce qu'on ne sait pas ou que les décideurs ne savent pas que les décisions ne sont pas prises. Ça ne suffit pas. Après, moi, je reste convaincu que sur la biodiversité, c'est important de continuer à former parce que je pense qu'il y a encore trop de gens et notamment de décideurs, mais aussi de nos concitoyens, hein, c'est le sens de ces petits films, qui pensent que oui, c'est sympathique la biodiversité, mais ce n'est pas forcément vital pour nous. Et par exemple, tu disais, il y a 40% d'hirondelles en moins. Il y a des tas de gens qui vont trouver ça triste et dommage, mais qui ne vont pas forcément se dire ouais, mais bon, on peut continuer à vivre sans les hirondelles, c'est pas forcément grave. Donc ces aspects-là de formation restent importants pour moi. On est en train d'avancer là-dessus avec donc l'Association des régions de France. Gilles Beuve, vous vouliez réagir sur l'éducation des politiques? Alors, le muséum a un véritable rôle d'éducation. On forme 3000 professeurs de SVT et de physique-chimie chaque année à des nouvelles disciplines. Le mot de biodiversité n'était pas enseigné. Vous vous rappelez que le mot a été écrit en 85. Hein. Donc on l'a enseigné à partir de 92. Donc plein de gens sont profs, ils n'ont jamais entendu parler de biodiversité. La biologie moléculaire qui a été inventée par des équipes françaises dans les fin des années 60, les prix Nobel des 3 Français. On peut utiliser de nouvelles techniques, des innovations, alors qu'on ne nous l'a pas enseigné. Mais c'est fondamental. Et pour revenir à votre question, bien sûr, je me suis battu, moi, depuis 2006, pour qu'il y ait un cours d'écologie à l'École nationale d'administration. On a réussi à mettre un cours d'écologie à l'X. Bon, bien sûr, également sur les ponts et puis sur les mines et les eaux et forêts, il y a des cours d'écologie. Et c'est vrai que ces gens-là ne savent pas le minimum. Quand on sort de l'ENA, on aura tous les jours des décisions d'ordre environnemental à prendre. Extension de porcherie, ça va être la création d'un port autonome. Ils ne savent pas qu'ils sont pleins de bactéries et qu'ils avaient plein d'acariens dans leur lit ce matin. Donc là, effectivement, il y a un véritable effort à faire. Alors, à l'époque, j'avais réussi à avoir quelque chose. On me dit, oui, vous aurez un cours d'écologie à l'ENA. Je suis allé, il n'y avait personne. Le cours était facultatif. Donc on m'a dit, tu comprends, ils ont tellement de choses à faire qu'ils ne vont pas aller écouter un truc facultatif. C'est là qu'il y a un problème de mentalité aussi, bien sûr. Hein. Mais ce n'est pas qu'au niveau des grandes écoles, il faut commencer ça en CP. Hein. Et aujourd'hui, mon grand problème au niveau éducatif en France, c'est qu'on travaille beaucoup trop en silo. Hein, le prof de maths ne parle pas au prof d'histoire géo, qui ne parle pas à la prof de gymnastique, qui ne parle pas au prof... Ça vient doucement, mais il faut absolument repasser à de la transversalité. Expliquer à un gamin très bon en maths qui doit apprendre l'anglais, sinon il ne communiquera pas avec les autres, qu'il lui faut une base d'histoire, qu'il lui faut... Vous savez qu'on est dans un système aujourd'hui où ce gouvernement est en train de supprimer les sciences naturelles après la seconde. Vous pourrez passer un baccalauréat en France maintenant sans histoire naturelle, de la seconde à la terminale. C'est lamentable, parce que les questions qui nous sont posées là sont essentielles. Donc éduquer, former, depuis le plus petit âge, c'est absolument essentiel. Sur les fameuses élites que vous évoquez, ça vient tout doucement. Hier après-midi, j'étais à Paris pour présider un jury de thèse d'un polytechnicien qui vient de faire un super travail mathématique sur les pêcheries pour arriver à nous faire corréler mathématiquement à la fois les rendements de la pêcherie, le côté économique, le profit qui en sera tiré, mais aussi la durabilité et les aspects écologiques. On a besoin de ça. Donc il y a un vrai effort à faire, ça c'est clair à ce niveau-là. Oui. On va prendre d'autres questions. Donc il y a une main devant, une autre là et une autre là. Voilà. Bonjour. Déjà, merci pour toutes ces informations. J'étais là pour les conférences d'hier matin aussi, et c'est juste une petite question qui m'est venue et qui me revient ce matin. Est-ce que vous avez des collègues femmes? Merci pour cette question. Vraie question, hein. C'est un vrai problème. Non. Juste dire quand même que pour les instances de concertation de l'AFB, la parité est obligatoire et que donc nous la respectons. Voilà. On prend les questions de madame. Oui, bonjour. Je voulais juste rebondir sur le volet éducatif. Il y a plein de développements scientifiques qui se font par l'expérience, de façon empirique, moi je me suis simplement aperçu une question simple et je vous propose de poser la question à tous et je vais rebondir sur une question. Hein.
Posez la question autour de vous, combien de personnes savent d'où vient l'oxygène que l'on respire? Vous allez voir la réponse. À 95%, les gens vont vous répondre, ça vient des plantes, ça vient des arbres, et après on vous regarde et on vous dit, est-ce que j'ai bon? Eh bien, il manque quand même la seconde moitié, et Gilles Boeuf est là, il va pouvoir, je parle sous son contrôle. Ça me paraît fondamental. J'ai l'occasion dans mon activité professionnelle de parler avec des professeurs des écoles. Je les supplie d'informer les enfants que 50% de l'oxygène que l'on respire nous provient tout simplement des océans. Et quand les gens auront pris conscience de ça, quand on va parler du reste, des pêcheries, de tous les dégâts qui sont faits aux océans, peut-être que là, il y aura une prise de conscience. Mais même ça, faites le test, je vous invite tous à faire le test. Vous allez voir, la réponse, elle est édifiante. On oublie une énorme partie de notre écosystème et de notre système de survie, tout simplement. Donc j'avais une question à poser à Monsieur Boeuf. Pensez-vous qu'aujourd'hui, la gouvernance des océans est suffisante on crée des textes, on fait plein de choses, mais est-ce que la gouvernance des océans est suffisamment efficace? Il y a des débats qui ont démarré là à New York pour la protection de la haute mer, pour une pêcherie durable, pour permettre aux espèces de se régénérer. Moi, ma crainte, c'est qu'on va encore faire des textes et qui ne seront pas applicables. Il y a une plateforme qui s'appelle Global Fishing Watch qui permet quand même de commencer à surveiller ça. On est à des prémices, il y a des choses qui se créent. Voilà, c'est une vraie question. Pensez-vous que les systèmes de gouvernance actuels sont efficaces? Merci. On va prendre la dernière question. C'était là, le monsieur qui... Je prends une question pour les gens qui n'ont pas pu se déplacer et qui regardent la vidéo en direct, de Abdel Jalil, qui dit « Plus de 20 mètres de la croûte terrestre est polluée de façon irréversible. Quelle efficacité des mesurettes ?» Merci. Et on va quand même prendre la dernière question du monsieur qui était là, parce que j'avais dit qu'on prenait sa question. Oui, bonjour, merci pour la conférence. En fait, on a parlé de résilience, même si j'ai bien compris, la conférence s'appelait Résilience. Mais s'il y a un besoin de résilience, c'est parce qu'on a fait un traumatisme auparavant. Et donc peut-être il serait question d'arrêter de faire le traumatisme. Voilà. Au niveau des extinctions, la différence avec d'autres extinctions, enfin ce serait à vérifier, mais j'ai l'impression que la nôtre, celle qui a été provoquée par l'espèce humaine, est beaucoup plus rapide que les autres au niveau du temps. Enfin, et du coup, ça fait une spécificité. Et si la nature a pu être résiliente sur les autres, elle n'arrivera peut-être pas à l'être sur celle-là. Voilà. Sur les vidéos qu'on a vues, c'est évidemment très intéressant et c'est peut-être bien d'informer le public. Mais au fond, j'ai l'impression que le problème principal n'est pas sur le public, enfin sur la population, mais plus sur les dirigeants. Et donc, il serait peut-être intéressant de le montrer à l'Élysée. Enfin voilà, c'était juste une petite idée au passage. Il y a une nouvelle écologie qui semble après la COP21. Visiblement, ce sera plus ça le vrai. Enfin, dans le futur, ce sera plus vraiment ça. Ce sera plutôt de convaincre les grandes entreprises d'investir dans l'écologie. Mais est-ce que vous pensez vraiment que c'est faisable, alors que c'est le système économique lui-même qui un peu a mené à notre perte, enfin entre autres. Voilà donc votre averse. Et un peu dans la même question, le commerce international, où on connaît un peu tous cette histoire. Pardon, il y a une liste longue. On connaît tous cette histoire des chaussures qui font le tour du monde avant d'arriver chez nous. Et est-ce que c'est vraiment compatible avec l'écologie, du coup? Voilà. Voilà. C'est déjà pas mal. Oui, merci. Voilà. Bon, ok, il nous reste 5 minutes pour répondre à toutes ces questions. Donc, je résume. Avez-vous des collègues femmes? C'est vrai qu'on en a parlé en préparant cette table ronde et Gilles Boeuf m'a dit qu'il avait un principe féminin qui était très développé, donc ça allait permettre d'équilibrer cette table ronde. Pardon. Sur les femmes, je ne vais plus à aucun jury de thèse maintenant s'il n'y a pas au moins une femme dans le jury. Donc chacun peut agir comme ça. Je ne suis pas organisateur de Darwin, mais c'est vrai que si j'avais vu ça à l'avant, je n'aurais pas participé à un débat comme ça. C'est pas possible. On était au MEDEF. Ce MEDEF, c'est pas terrible non plus. 16% de femmes chefs d'entreprise en France aujourd'hui. Il y avait le débat sur l'environnement. Et bien, il y avait 5 mecs habillés avec les mêmes costumes et les mêmes cravates. Il n'y avait pas de femmes. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai combat. Alors c'est vrai que la parité,
c'est gênant sur le papier, n'empêche que si on ne la faisait pas, ça ne marcherait pas. Donc il faut être extrêmement vigilant là-dessus, c'est fondamental. Mais ce que disent mes collègues femmes, j'avais une philosophe hier dans le jury de thèse que j'évoquais à Paris en mathématiques, elle me dit le problème, c'est qu'on est quand même moins nombreuses, c'est vrai, à ce niveau de la hiérarchie. Mes étudiantes, j'ai plus de filles que de garçons. Hein. J'enseigne en médecine, à l'agro, à l'école Veto, j'ai 3/4 de filles aujourd'hui à Paris. Hein. Et bien simplement, c'est qu'on est très, très, très sollicité plus que les garçons, parce qu'effectivement, il y a un vivier qui est un petit peu moins grand. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas faire. Donc vous avez entièrement raison, ne venez plus à un débat où il n'y a pas au moins une femme. D'accord ? Voilà. Merci. On avait une question sur la gouvernance et notamment donc les discussions qui sont en cours sur la haute mer. Donc parce que la haute mer aujourd'hui, donc pour petit point, aujourd'hui il n'y a aucune réglementation sur la haute mer. Il y en a une. Il y a Montego Bay, mais c'est pas suffisant. Voilà. Est-ce que la gouvernance donc est suffisante aujourd'hui? Non. On a participé récemment à la conférence au CESE. Le CESE a lancé un débat sur la gouvernance de la haute mer. Ça fait 1 an et demi, donc on a intervenu. Il faut faire quelque chose parce que la haute mer va être mise en coupe réglée exactement comme le reste. C'est compliqué parce que les juristes sont pas très à l'aise avec ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on a fait? On a privatisé la bande côtière. Hein. Alors, par contre, de grâce, ne parlez pas des océans. Il y en a un seul océan, l'océan. Et c'est parce qu'il est unique qu'il a ce rôle fondamental sur la régulation du climat, sur les ressources. 3 mots caractérisent l'océan. La salinité, ça c'est fondamental pour un physiologiste, c'est essentiel. La stabilité, c'est beaucoup plus stable que les milieux continentaux. Et sa continuité, hein, sa connectivité, partout. Et là, vous avez entièrement raison, on ne prend pas la mesure de cela. Quand vous parlez océan, ne pensez pas qu'aux pêches. Il y a plein d'autres choses. Hein. L'aquaculture, hein. Aujourd'hui, on produit beaucoup plus en tonnage et en valeur par le développement de l'élevage dans l'eau de mer. Pensez aussi à toutes les molécules à haute valeur ajoutée qu'on retire en ce moment de l'océan. 25 000 médicaments actuels viennent de modèles océaniques. Et puis surtout, ce qui m'inquiète comme vous, ça va être l'exploitation minérale qui commence. Il y a 1800 permis d'exploitation profonde qui sont déposés au-delà de 2 km de profondeur, 4 000, 6 000 et après. Alors qu'est-ce qu'on voulait faire? On voulait lancer un fonds de 1000 milliards de dollars. Avec Jacques Weber, on avait fait ça à l'époque. Qu'on mettrait de côté avant qu'on démarre n'importe quoi, parce qu'il va se passer des clashs. Une tête de forage qui va casser à ces profondeurs-là, où on va aller chercher en Polynésie des métaux rares. Donc ça, c'est vrai que vous avez raison, c'est largement insuffisant. Donc on est en train d'y réfléchir globalement. Hein. Il y a des conférences qui s'établissent, parce que demain, ils feront à l'océan ce qu'ils ont fait effectivement au niveau continental. Et demain, ils feront dans d'autres planètes quand ils pourront aller chercher ces fameux métaux rares qui s'épuisent aussi. Donc un océan, vous avez entièrement raison, le rôle essentiel de l'océan sur tout. La vie est apparue, hein, il faut lui rendre ce qu'on veut, et la vie en sort il y a 250 millions d'années, 450 millions d'années, et puis elle va s'organiser sur le terrestre, et tout vient de l'océan. Il n'y a aucun groupe important d'animaux sur la Terre qui ne soit pas auparavant apparu dans l'océan. Il y a 12 groupes d'animaux aujourd'hui qui n'ont jamais été capables de venir de l'océan sur les continents. Donc ça, c'est les échinodermes, mes fameux oursins, hein, ils sont restés que marins depuis la nuit des temps. Donc c'est vrai que l'océan doit retrouver dans le contexte sa place et sa position. Il faut que tous on se batte pour lui, oui. Jean-David, vous prenez la suite et vous en profitez peut-être pour répondre aussi à cette remarque très pertinente que là, il y a une accélération de l'extinction des espèces par rapport à ce qu'on a pu déjà connaître. Je vais démarrer par là. C'est vrai qu'on l'a dit, on l'a pas dit, aucun de nous, et c'est effectivement très important. Toutes les adaptations qu'on a vues dans le temps aux crises passées ont pu se faire, sauf peut-être des éléments géologiques, hein, volcanologiques, sur des périodes plus lentes, plus longues, les glaciations, etc. Là, on voit bien qu'il y a des espèces animales, végétales, qui ont du mal, parce que effectivement, le changement va très vite, et notamment le changement climatique. Juste, je voulais dire un mot sur les océans, et ça nous ramène à des interventions précédentes, c'est la difficulté avec les océans, c'est qu'on parle avec des États qui ont des souverainetés avec lesquelles on ne peut pas les contraindre. On est vraiment sur une question juridique compliquée dans laquelle on ne peut faire qu'avec des gens avec lesquels on va se mettre d'accord. On ne peut pas les contraindre. Sinon, ils vont continuer à faire les pirates comme ça. Et on a ça à tous les niveaux en environnement. Nous, nous allons arriver à nous opposer à un projet nuisible, à un center park, à un truc. On y arrive. À un projet national, on a déjà beaucoup plus de mal. À des projets, regardez toutes les questions de régulation de l'aviation, on n'y arrive pas parce que ça dépend de codes juridiques mondiaux sur lesquels, etc. Donc là, ça ramène à la responsabilité politique sur laquelle il y avait une question, enfin plutôt une intervention tout à l'heure. Moi, je crois que c'est très vain, je vous le dis très sincèrement, je suis à la fois très citoyen, très actif, très associatif,
et engagé à travailler auprès des établissements publics, d'opposer les décisions collectives, politiques, législatives et les décisions individuelles. Les deux doivent cheminer à la fois séparément et de pair et dire il n'y a que ça qui marche ou il n'y a que l'un qui marche. Évidemment, prendre le pouvoir d'État comme on imaginait dans les années 60 et tout transformer d'en haut, c'est absurde et ça n'a jamais marché. Dire juste les gens et les consommateurs vont changer des trucs pendant que les déchets, la chimie, le truc, les lois, les pesticides, les néoniques, etc., l'Europe continue à autoriser des choses, c'est absurde. Donc il faut qu'on pèse, c'est la même chose sur le parc marin là, et la pêche. C'est en tout cas ce que nous on essaie de faire sur toute une série de sujets, sur les grands prédateurs, on n'en a pas parlé, etc., de faire qu'à un moment, les mouvements de conscience des individus, de tout le monde, de nous tous, de vous, arrivent à des niveaux décisionnels tels que, enfin à des niveaux d'opinion tels que les décideurs soient forcés d'en tenir compte. Et je vais finir sur la question de l'agir pour Michel. Moi je crois qu'évidemment vous avez raison, on pourrait dire se retirer, ne pas faire, ralentir. Moi, j'adore ça. Enfin, tout ce qu'il y a de slow aujourd'hui, tout ce qu'il y a de sensuel, de sensible, de contemplatif, on doit faire ça. À propos sur l'éducation, je vous renvoie à un article du Monde il y a 2 jours sur les écoles au Danemark, dont 20% se passent en plein air, dehors et tout. Tapez Danemark, Le Monde sur n'importe quel moteur de recherche et vous allez avoir un article passionnant là-dessus. Mais moi, la question de l'agir, elle est plutôt sur l'agir sur l'aviation. Tout le monde dit on est sur le climat et on nous dit un doublement, un triplement du trafic. Agir, pour moi, c'est sur les molécules chimiques dans l'eau, dans la terre, dans l'air, etc. Agir, c'est pas ajouter de l'action et de la dévastation, c'est au contraire faire que notre empreinte s'allège. Et c'est aussi de l'action. Hein. Merci Jean-David. On va arrêter là le débat. On va rendre la scène. Merci à tous les 4, c'était passionnant.